la nouvelle directrice. Des gars. C'est l'AD1. Les gars, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de l'AD1. Arsène encore présent pour vous servir. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à suivre encore ce magnifique épisode. Je ne suis pas seul comme d'habitude pour faire cette émission. Forcément, je suis entouré des pépites, je suis entouré des meilleurs. Aujourd'hui, on n'aura pas le beau gosse de l'Assemblée comme dit JB dans la chanson où on dédicace justement une des personnes ici, la présente. Je vais les laisser se présenter. Et ils sont là, ils sont en forme. Et je pense qu'on va faire une belle émission. À ma droite, donc, il y a... Yodi, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la D1, les gars. Ensuite, à côté... Aaron, bonjour, bonsoir, on va tout péter. Et ce soir, aujourd'hui, cet épisode-là, je suis de retour après une semaine d'absence, je vais un peu bouillonner. Et une personne que vous ne connaissez pas, qui vient d'arriver, c'est notre guest aujourd'hui. Acclamons-le comme il le faut et on va le laisser se présenter même. Yann, comment tu vas? Bonjour à tous, bonsoir. Très heureux d'être là pour parler football avec vous, les gars. Qu'est-ce qui te lie au football? Qu'est-ce qui te dit en vérité, je passe à l'AD1 aujourd'hui. Il faut vraiment que je montre de quoi je suis capable. C'est comme une épreuve, hein, parce qu'on va parler justement de quelques pépites là. Et justement, là, tu passes à l'épreuve parce que tu as été sélectionné maintenant pour l'AD1. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi d'être là avec nous et surtout d'être là devant les gens qui nous suivent au quotidien? Non, franchement, moi, je suis un passionné de football tout d'abord. Et avec Aaron, on a souvent des débats, etc. Comme on supporte tous les deux la même équipe, quand il y a les matchs, on s'appelle sur Snap ou sur WhatsApp pour discuter un peu de football. Et voilà, il a trouvé que j'avais quand même une bonne culture foot et il m'a proposé de venir ici pour un peu parler de football avec tout le monde. Et voilà. C'est avec plaisir en tout cas qu'on t'accueille. J'espère que tu vas te plaire et que tu vas kiffer un petit peu l'ambiance qu'il y a ici. C'est la famille ici, on discute bien football. N'hésite pas à exprimer ton avis sans gêne et surtout avec beaucoup de joie. Donc, on va directement commencer avec l'actu. Je pense que vous l'avez bien vu et bien regardé. Warren Zaïre-Emery a été sélectionné, ainsi que Endrique, comme on l'appelle au Brésil, a été sélectionné avec la Seleção. Quels sont vos avis concernant les deux jeunes pépites qui ont été sélectionnés avec les deux grosses nations du monde du football? Moi, pour ma part, je pense que c'est une bonne étape pour eux et ça arrive vraiment au bon moment. Dans le sens où je pense que pour que ce soit l'équipe de France ou du Brésil, il est temps qu'il y ait un renouveau. Surtout, par exemple, si je prends le cas de l'équipe de France au milieu de terrain, on ne va pas se mentir que depuis le départ, depuis qu'on a pris Pogba, Kanté, c'est assez vide. Et là, on voit un jeune qui explose en Ligue des Champions, qui a quand même du volume de jeu, qui a quand même de l'impact physique. C'est intéressant maintenant de le voir un petit peu aller stand-up, un petit peu le voir maintenant dans les grands terrains. Mais maintenant, moi, je suis un peu sceptique. Bien sûr, je suis content pour sa sélection, mais je suis un peu sceptique. Je ne sais pas si c'est trop tôt. Parce que je n'ai pas envie en fait, qu'ils fassent la même erreur qu'ils ont fait un peu avec Kamavinga. Donc, le lancer pendant 2-3 sélections en équipe de France, et puis il disparaît, puis il revient après 2 ans. Je pense que Warren Zaïre-Emery, on lui met quand même une certaine pression aussi. Il a 17 ans. C'est bien tout ça, mais après, c'est l'enchaînement. Parce que là, il est en équipe nationale. Il est titulaire indiscutable au PSG. Maintenant, c'est quoi la suite? Et moi, j'ai peur que quand on enchaîne cette suite, de tout donner en une fois, que quand à un moment donné, il y a le flou, qui tombe dans le noir comme de nombreux joueurs qu'on a vus par le passé. Mais maintenant, on va aussi parler du cas Endrick. Endrick, étonné, mais pas non plus, parce qu'au Brésil, on sait bien qu'il y a un problème en attaque. C'est la star du moment. On va dire il a marqué 4 goals en 4 matchs. C'est agréable à voir. Donc, pour moi, il mérite cette sélection. Et puis, c'était aussi pour un peu montrer, voilà, il y a encore une nouvelle pépite, la prochaine gloire du... Vous savez comment les Brésiliens, ils abusent du bail. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il y a une pépite, ils veulent vraiment montrer au monde entier, voilà, il fait partie de la Seleção. C'est lui maintenant le joueur de la sélection, c'est lui le futur. Donc, il aura sa sélection. Donc, pour moi, ça m'étonne, mais il faut toujours faire attention parce qu'ils sont très jeunes. Et toi, Yann? Concernant Warren Zaïre-Emery, pour moi, c'est la suite logique. Franchement, depuis le début de saison, il est titulaire, indiscutable au PSG. Le PSG, c'est l'un des plus grands clubs au monde, titulaire dans les plus grandes scènes comme la Champions League. Et il fait des bonnes prestations aussi. Donc pour moi, c'est totalement mérité. Et je pense qu'il a sa carte à jouer. La France est déjà qualifiée pour l'Euro. Donc je pense que Didier Deschamps va faire tourner un peu. Et comme vous l'avez dit, au milieu de terrain, avec les absences de Pogba, Kanté, etc., ils n'ont pas vraiment trouvé, on va dire, leur milieu de base, les 3 milieux de base. En plus, Tchouaméni est blessé.
Donc je pense qu'il a sa carte à jouer. Et c'est la suite logique. Et concernant Hendrik, moi je suis assez dubitatif par rapport à lui parce que, voilà, comme il a dit, c'est une pépite, 16 ans. Au Brésil, il explose. Il a encore marqué ce week-end. Ils sont premiers au championnat, dans le championnat brésilien. Et je suis assez dubitatif parce que voilà, il n'a pas encore fait ses grandes preuves dans les grands championnats comme en Europe, comme en Zaïre-Emery. Donc, à voir, franchement. Mais après, il est jeune, donc il ne doit pas se mettre de pression et aller et donner le meilleur de lui-même. Ouais, de toute façon, moi, comme je commente le championnat brésilien, je suis au quotidien Palmeiras et Hendrik. Et pour vous dire, vraiment, je vais donner un exemple d'un match. Botafogo contre Palmeiras. Botafogo était en train de gagner 3-0 en première mi-temps. Ils sont revenus en deuxième mi-temps. Un joueur a décidé que le match allait se passer différemment et c'était Hendrik. Wow. Il est à la base de quasiment tous les 4 buts qui sont arrivés juste après. Donc, ils ont fait une remontada incroyable. Ils ont gagné également le match à la fin. Après, c'est vrai, ils sont premiers actuellement du championnat du Brasileira en Serie A, mais ils ont un match en plus que les autres. Donc, bon, potentiellement, ils sont toujours en course forcément pour être champion du Brésil, mais il y a plusieurs équipes qui ont encore des matchs en retard pour pouvoir les dépasser. Pardon. Mais est-ce que vous pensez pas, parce que maintenant, bon, c'est vrai que, parce que moi, avec Hendrik, moi j'ai peur. Parce que, ouais, la saison passée, quand il avait signé au Real, là, il y avait un moment là où, quand il jouait les matchs avec Palmeiras, là, il y avait un flou. Et lui-même, il a eu une petite dizaine de quelques matchs sans quelques mois sans but. 2 mois sans but. Et je pense même qu'il avait même pris, je sais pas, c'était une accompagnatrice, c'est qui accompagne un peu les footballeurs, tout ce qui est mentalement et tout, parce qu'il a dit qu'il avait vraiment dur avec les réseaux sociaux, etc., avec les commentaires d'autrui. Donc je me dis, si ça maintenant c'est déjà chaud, frérot, quand tu vas porter le maillot du Real, parce que l'année prochaine il vient, il porte le maillot du CSAO, frère. Non, c'est vrai que c'est chaud pour lui, mais quand tu vois bien que par rapport à la saison passée, il est dans une meilleure dynamique, on peut penser que voilà. Et surtout, je suis désolé, moi je pense que la sélection d'Hendrik, moi je suis pas trop dubitatif, mais c'est plus un message pour les supporters brésiliens. Parce que la pauvreté qu'il y a actuellement en attaque dans cette sélection, c'est ça qui est triste. Parce c'est que trop, c'est vrai. Je peux citer aucun joueur qui est indispensable à l'heure actuelle. Tu vois. C'est maintenant le moment de faire entrer d'Hendrik. C'est vrai que, allez, ça peut être effrayant pour lui, je pense, parce que porter un maillot 5 étoiles. Surtout s'il marque. Non, s'il marque, c'est vrai que là, il y aura une grosse... Surtout que là, les rencontres que le Brésil va jouer, ce ne sont pas des matchs amicaux, c'est que des matchs importants. Donc, ils vont jouer contre l'Uruguay et l'Argentine. Donc, l'Uruguay, ils vont jouer à Montevideo et l'Argentine, ils vont jouer au Maracana. Donc, bon, ça va être un match avec une saveur assez spéciale pour lui. Mais il va pas jouer. Il ne faut pas non plus attendre qu'il va jouer titulaire. Non, il ne va pas jouer titulaire. Je ne pense pas que Fernando Diniz va mettre le joueur directement comme ça et le lancer dans le grand bac face à 2 grosses nations de l'Amérique du Sud et du monde. Et je pense même qu'à son arrivée au Real Madrid aussi, il sera encore un joueur de rotation. Donc c'est vrai qu'au niveau de la pression, il aura le temps de s'adapter. En plus, il a quoi, 16 ans. Il aura largement le temps de s'adapter. Mais c'est vrai que c'est quand même alarmant. C'est quand même un petit peu, mais ça va. Tu vois. Bah après voilà, c'est un joueur maintenant, lorsqu'il a le talent pour et surtout qu'il a les capacités pour pouvoir prester, je pense qu'il faut lui donner sa chance. Il faut l'apprendre déjà c'est quoi le monde professionnel et surtout le monde du très haut niveau, comment ça se passe. Peut-être que là même, on dit il a été sélectionné, mais il ne va même pas jouer une minute. Peut-être ça va être comme ça va juste être une sorte de mise au vert. Il est arrivé en camp, c'est un bootcamp, il est là et il regarde un petit peu comment ça se passe. Il goûte un petit peu comment est la sélection, il regarde un petit peu comment est-ce que les grands ils font. Voilà, il n'y aura pas à côté de lui des Gabi Jesus ou bien des Neymar parce qu'ils sont blessés. Mais au moins, il sait déjà à quoi ça ressemble de représenter le maillot de la sélection pour ensuite jouer contre la meilleure nation actuellement du monde parce qu'elle est championne du monde et elle a enchaîné plusieurs plusieurs victoires d'affilée et elle n'a pas perdu depuis le match contre l'Arabie Saoudite. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc il va connaître c'est quoi cette saveur-là parce qu'au Real Madrid la pression elle sera encore autre, elle sera encore différente et je pense que la pression elle sera même encore plus forte parce qu'il va devoir la manger au quotidien, alors que là, le Brésil, c'est non, mais un petit la pression temps. au Real Madrid sera énorme, hein, parce qu'au Real Madrid, c'est chaque match, il faut prester, tu vois. Et que tu sois petit ou un cadre, c'est vraiment... tu dois prester. On a bien vu quand Vinicius il est arrivé, il avait un peu du mal.
On lui a donné son temps d'adaptation. Mais là, il faudra qu'il soit prêt. En plus, comment ça va se passer? On ne sait pas s'ils vont recruter un 9, parce que s'il vient, ce sera lui le 9 principal. On ne sait pas qui va venir encore en été. Donc, attention. Lui, le 9 principal. non, je ne dis pas qu'il sera le 9 principal. Mais s'il ne recrute pas, ça fait... Cette année, on n'a pas de 9. Après, Hendrick, de ce que je vois, parce que, comme je le commente, c'est un joueur qui... Sa période de disette, il a connu quand justement il jouait tout seul en 9. Il jouait seul en 9. Et lui, il a besoin d'avoir un attaquant sur lequel il peut faire son boulot de satellite. Donc il a besoin... C'est un petit peu un faux 9. Et c'est un joueur également qui peut se déporter du côté droit pour ensuite revenir sur son pied gauche, parce que son pied gauche, il est vraiment incroyable. Franchement, il a une qualité technique, une précision, une puissance également qui dégage quand il est lancé dans ses courses, parce qu'il est petit, mais il est très trapu, très costaud au niveau de ses jambes, donc l'explosivité, elle est vraiment incroyable. Donc il apporte vraiment il apportera ce gain en plus que différent d'un Arda Güler, par exemple, parce qu'ils ont plus ou moins le même type de jeu, mais Arda Güler, il est beaucoup plus concentré au niveau pas puissant, mais très subtil, très fin techniquement. Tandis que l'autre, il a également la puissance qui va avec. Et en plus de cela, c'est un game changer. Franchement, Hendrick, moi, j'aime trop ce joueur. Dès que à DAZN et à Eleven, on me dit tu commentes Palmeiras, moi, je suis aux anges. Parce qu'il y a deux joueurs que j'aime bien. Il y en a un autre qui a été sélectionné d'ailleurs. Il y a Hendrick et il y a Rafael Vega. Et Rafael Vega aussi, c'est un très gros joueur, un numéro 10. Bon, il a 27-28 ans maintenant, c'est plus trop l'avenir, mais c'est un très bon joueur de football qui, à mon avis, a été sélectionné parce que des joueurs comme Neymar ne sont pas là. Donc voilà à ce niveau-là. Et en ce qui concerne du côté de la France, au niveau de Zahir Emery, pour moi, il me choque comme pas possible parce qu'il répond présent et il fait des choses en fait. Vous savez que le mec, il va encore à l'école pour passer son bac. Il va encore à l'école pour passer son bac. Et comme il est là, il fait des différences sur le terrain. Il est puissant, il résiste à tous les duels. Donc, les gens qui vont venir à côté de lui, ils vont essayer de le bousculer pour le faire tomber. Mais non, le mec, il a tellement des appuis solides au niveau de ses jambes qu'il tient bien au niveau du sol. Et en plus, son intelligence de jeu, sa capacité à même... il a une âme de capitaine un petit peu comme ça parce qu'il emmène avec lui tous les joueurs avec lui dans une même direction. Et il a également la capacité de prendre des décisions importantes à des moments opportuns, des moments vraiment où il faut prendre des décisions très rapidement. C'est là que tu remarques que non, ce petit-là a quand même un gène de... Et il est très mature dans son jeu aussi. C'est ça. Et aussi, il faut souligner aussi sa maturité. Ça se voit qu'il est bien entouré. Thierry Henry qui fait que mettre des éloges sur sa famille, sur son entourage. Il a les pieds sur terre. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là, quand il a été sélectionné, que les joueurs du PSG ils montent sur lui. Tu vois, il est prêt, il ne s'emballe pas. Et voilà, lui, il va étape par étape. C'est pour ça que j'ai dit, là maintenant, c'est le bon moment. L'année passée, il était un peu dans le turnover, il ne jouait pas trop. Mais maintenant, il est vraiment titulaire indiscutable. Tu vois vraiment et surtout que l'année passée, il jouait, mais... Christophe Galtier le faisait tourner un petit peu partout dans l'effectif. Il le faisait parfois jouer piston. Il n'était pas du tout à l'aise. C'était ses premiers pas en équipe première. Et là, maintenant, avec Luis Enrique, c'est un entraîneur qui aime bien lancer les jeunes, qui aime bien. En plus, il les accompagne bien. Il a vraiment une idée tactique auquel il leur donne de faire et il l'applique surtout vraiment très bien. Et en plus, il joue là à son poste de prédilection. Et franchement, l'ascension que je suis en train de voir par rapport à ce gamin-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc moi j'espère en tout cas qu'il aura quelques minutes. À mon avis, il aura quelques minutes parce que la France va jouer contre Gibraltar et contre la Grèce. Donc en soi, il peut gratter. Il va gratter et en plus sa sélection est totalement méritée. Je pense pas qu'actuellement il y a un joueur qui méritait peut-être plus que lui parce que je pense que Khéphren Thuram il presse bien parce que Nice presse aussi, mais quand tu vas avoir un Zahir Emery, tu es obligé de sélectionner, tu vois. En Ligue des Champions, il est là. En championnat français, il est là. On va dire un peu, c'est le plus jeune, mais celui qui tient un peu le milieu du terrain du PSG. C'est ça, parce qu'ils ont perdu Marco Verratti. L'influence de Marco Verratti dans les premières relances, et par rapport à la conservation de ballon, elle était importante. Mais maintenant, ils ont récupéré un Warren Zahir Emery qui a l'air vraiment totalement libéré et qui apprend. Et moi, je pense qu'au terme de la saison, et surtout la saison prochaine, il va prendre une envergure encore plus grande qu'on est en train de l'imaginer déjà maintenant, alors que maintenant, on est en train de voir que ses capacités sont énormes. Donc franchement, c'est une belle pioche pour le PSG et ils tiennent là avec Mbappé, un crack. Il leur manque juste un crack en défense pour avoir une bonne osmose au niveau d'un squelette, une colonne vertébrale qui peut tenir vraiment toute une équipe.
Donc voilà, par rapport à ces deux joueurs-là, on va passer à la seconde actu du jour où on va parler de Girona, comme on dit en espagnol, ou bien on va dire Gérone en français. Gérone qui est la surprise de ce début de saison en Liga, qui est actuellement première, devant le Real Madrid, l'Atlético ou le Barça. Quelles sont vos impressions par rapport à cela ? Bon, en fait, mes impressions sont un peu mitigées parce qu'on ne va pas se mentir que Riron fait quand même un excellent début de saison. Avec un seul nul à leur actif, une seule défaite contre le Real, le reste que des victoires. Ils ont quand même pris des équipes assez compliquées à jouer, comme la Real Sociedad, je pense qu'ils l'ont déjà joué, ou Celta Vigo, une des deux. Oui. Celta Vigo en tout cas. Ils ont quand même pris des équipes compliquées à jouer. Maintenant, pour ce qui est de la fin de saison, ça reste à voir. Mais je pense que, voilà, comme on l'a dit en off, avec le niveau global actuellement en Liga, ils ont vraiment en fait, ils ont vraiment les armes pour aller chercher une place européenne. On va pas se mentir que voilà, la Liga n'est vraiment plus, c'est plus ce championnat. C'est fini. C'est plus ce championnat-là qui nous faisait vibrer, où on arrêtait tout ce qu'on faisait pour regarder un match de Liga. Même pas seulement le Classico, on pouvait même regarder des matchs Valence. même Valence, tu vois, des Séville. Tu vois. Mais après, il faut quand même saluer Riron, il faut quand même saluer aussi leur attaquant, la Dovbyk, je pense, l'Ukrainien, qui est actuellement dans les top 5 des meilleurs buteurs, je pense, avec cette réalisation. Chingangov. Non, Dovbyk. Non, mais Dovbyk, attends, Dovbyk, ouais, il a 7 buts, 7 buts. Meilleur buteur de son équipe, meilleur passeur aussi d'ailleurs. Donc c'est vraiment lui un peu la tête de franchise de son équipe. Maintenant, bon, ça reste la Liga. On verra ce qui va se passer, mais voilà. Globalement, c'est bien pour Riron, mais c'est un petit peu un message triste pour le championnat. Pour le championnat. Trouve, ouais. Et puis moi, je pense, comme tu as dit, c'est un message triste pour le championnat parce qu'on est quand même passé d'un championnat qui était quand même la gloire du football. Pendant un moment donné, on a eu des joueurs comme... En fait, je pense que ce qui détruit la Liga, en fait, c'est le départ de Messi et Ronaldo. Parce qu'on a été bien servi pendant de nombreuses années. En Vincent, on a eu des Ronaldinho, on a eu les Galacticos. Donc, ça veut dire on a fait, pendant 20 ans, 25 ans, en fait, Barcelone, Real Madrid, ils ont tellement mis leur empreinte dans le monde du foot qu'automatiquement, le championnat était mis en avant. Et vu que les plus gros stars, ils sont plus là, parce qu'on va dire aujourd'hui au Barça, qui est la plus grosse star vraiment qui peut faire rêver un gamin, tu vas dire, ouais, je dois acheter son maillot. Il y en a plus beaucoup, malheureusement au Barça. C'est une réalité. même au Real. Real aussi, j'allais le dire. Real, Jude Bellingham, c'est une star, mais c'est pas une superstar, tu vois. Vinicius, c'est une star, mais c'est pas une superstar. Donc ça veut dire qu'automatiquement, vu que les deux plus grands clubs du championnat, ce sont plus les clubs que c'était, ça veut dire qu'automatiquement le niveau du championnat baisse et ça donne l'opportunité à d'autres clubs comme Girone de montrer de ceux qui sont capables. Et d'ailleurs, il y a même Garcia qui a été sélectionné, j'ai vu. Avec la Roja. Il a été défenseur. Non, le milieu. Alex Garcia. D'ailleurs, il est passé à Moncron, c'est ça. Il est passé à Moncron. Il est en train de faire un début de saison vraiment incroyable. Moi, j'aime beaucoup ce joueur parce qu'on sent vraiment qu'il a l'expérience et en plus de ça, il fait la différence, même en termes de statistiques. Et c'est un pion essentiel de l'entraîneur. Hein. C'est lui qui fait le relais entre la défense et l'attaque. Et il y a un autre joueur que j'aime beaucoup du côté de Girona qui fait la différence, c'est Savio, le Brésilien. Savinho, là. Il vient 3. Il est incroyable en ce moment. 4 buts, 4 passes décisives. Très fort. Et avec son compère d'attaque, comme tu as dit, un Dovbyk, lui qui a 7 buts et 4 passes décisives. Donc c'est vraiment, il y a une osmose qui est en train de se créer là maintenant. Les voir aller jusqu'au bout, ça, je suis certain que non, malheureusement. Ça va, à un moment donné, les aiguilles vont pointer vers midi, ça c'est sûr et certain. Mais ils vont, avec les points qu'ils sont en train d'accumuler en ce moment, ça va être difficile de les déloger des 4 premières places pour, en tout cas, la qualification à la Champions League. Donc ça va se batailler dur parce que pour moi, l'équipe qui produit le meilleur jeu en Liga en ce moment, c'est la Real Sociedad. La Real Sociedad est en train de montrer un jeu qui est vraiment léché, qui est beau, et tu sens que l'entraîneur Imanol Alguacil, qui est là depuis quand même pas mal de saisons, a réussi à implémenter son idée de jeu et sa philosophie derrière les équipes, parce que c'est lui qui a construit son équipe petit à petit. Hein. C'est fini les histoires de lorsque c'est la Real Sociedad, c'est une équipe basque, donc on a créé notre équipe que par rapport à certains joueurs basques. C'est fini, c'est Bilbao. Voilà, c'est Bilbao qui essaie encore, c'est Papi qui fait la résistance là du côté de Bilbao, mais du côté de la Real Sociedad, c'est différent. Ils ont, grâce à la Real Sociedad, ils ont su naturaliser le normand. Il y a Take Kubo qui est totalement épanoui là-bas. Il y a des petits joueurs qui sont révélés comme Barene. Il y a même Fernandez en attaque parce qu'ils avaient acheté de base,
André Silva, le Portugais. Ouais. Blessure sur blessure, malheureusement, ça n'allait pas. Ils avaient acheté également le joueur, j'ai oublié son nom, l'Ivoirien, là, ou le Sénégalais, j'ai oublié son nom. Mais il s'était également blessé, il s'était fait une rupture des ligaments. Oumar Sadik, c'est pas ça? Oumar Sadik, voilà. Ouais. Lui, là. Nigérien, je pense. Il est nigérian. Nigérian, voilà, il est- Nigérian. Il s'était blessé, donc du coup, après, malheureusement, au niveau d'attaque, ça ne passait plus, mais ils ont su quand même rebondir, et franchement, moi, je suis content de ça. Donc, ça va être difficile pour eux pour moi, en tout cas, ça va être difficile de les déloger de ces 4 premières places, surtout que l'Atlético qui est en train d'essayer de bien revenir, et le Real et le Barça, normalement, ils seront là également. Mais en parlant de Real Sociedad, qui font aussi quand même un beau parcours en Ligue des Champions, bien. parce qu'on parlait aussi des Gérone, mais je pense que c'est quand même les 2 clubs les plus révélateurs De cette saison. Oui, qui sont En en Ligue Ligue, un, en des- tout cas, ouais, en ouais. Ligue 1, en Liga CE2. Et comme tu as dit, ça donne un signal aux autres. Hein. Ça donne un signal aux autres. Écoute, si vous vous réveillez pas là-bas au-dessus, il y a d'autres petits qui vont venir prendre votre place. Et c'est ça le foot. Non, hein. c'est réel. Mais malheureusement, des clubs comme ça, à la fin de saison, ils vont se faire piller. Non, moi je pense que les 2 premières places en Liga, elles sont déjà prises. Ouais. Ok, Gérone, ils sont premiers, ils jouent du beau football, ils gagnent leur match, mais est-ce qu'ils vont tenir toute une saison? Parce que la saison elle est longue, même si c'est pas la première ligue, c'est pas un sprint, mais Mais s'il y a des scénarios comme ça en Ligue 1, non. Ouais, mais en Ligue 1, déjà, PSG sont déjà premiers, tu vois. oui, c'est vrai. Mais ils sont déjà installés. Ouais. Et il y a quelques équipes, comme par exemple Lille, qui gagnent les championnats, et puis l'année d'après, ils se retrouvent 10e. Donc, tu vois, ouais, c'est comme ça. Il y a La quelque France, chose c'est comme trop. ça. Il y a quelque chose C'est comme ça. vraiment vrai. Donc, je pense qu'ils vont faire ils peuvent accrocher une place européenne, ça c'est sûr, que ce soit en Europa League, Conference League ou même Champions League, parce que c'est les 4 premiers qui sont qualifiés. Ouais. Mais bon, pour moi, c'est Barça-Real, les 2 premiers, Atlético aussi derrière. Donc, ils peuvent peut-être accrocher 4e, 5e place, parce que comme vous avez dit, Sociedad qui sont très bien occupés aussi. Donc voilà, hein. Ils doivent juste jouer sans gêne en fait, hein. Jouer leur football Ouais, non, c'est vrai. et prendre le maximum de points C'est possible. vrai que quand on regarde en plus leur calendrier, le seul faux pas qu'ils ont fait, c'est contre le Real. Ouais. C'est contre une équipe. Ben, c'est une des équipes c'est favorites. contre l'équipe, c'est contre l'équipe. favorite de cette année, malheureusement. Maintenant, reste à voir comment ils vont se débrouiller contre les autres gros. Hein, parce que voilà, il reste quand même le Barça. On va pas se mentir que même si le Barça est très malade ces temps-ci, Ouais. ça reste quand même le Barça. Ça reste le En plus, Barça. ils vont les jouer. C'est un derby en plus. Ouais, C'est un derby. Donc c'est Catalogne. Ouais. c'est un derby catalan. Tu vois. Donc c'est vraiment un match qui va quand même se disputer, qui va être intéressant à voir. Maintenant, il reste à voir si Riron aura les armes pour quand même affronter, avoir cette pression-là de jouer contre le grand Barça. Parce que ça doit quand même faire quelque chose Ouais, de jouer c'est ça. contre les têtes de Liga. Bon, malheureusement, ils ont eu la tête sous l'eau contre le Real Madrid. Reste à voir maintenant comment ils vont faire pour la suite. Hein. Mais en tout cas, une 4e place ne serait pas volée. Une 4e place ne serait pas volée. pas du tout. Non, c'est Et sûr, peut-être c'est sûr. peut-être Du même tout. 3e. Peut-être même 3e. Après, ne nous emballons pas, parce que c'est vrai que, comme vous avez dit, les petites équipes, au bout d'un moment, on ne sait pas comment ça se fait, mais au milieu de saison, ils disparaissent. Tu vois, avec les mercatos Ils sont une fois que le pillés. mercato passe, tu vois, il y a beaucoup d'équipes qui commencent à disparaître, on ne sait pas comment. Ouais. Ils vont se retrouver 7e, malheureusement. Après une belle saison, après un beau début de saison, ce serait vraiment dommage, mais ce serait pas non plus. Enfin, en fait, on ne sera pas étonné, c'est ça le problème. Je serais plus étonné de les voir accrocher à une place européenne plutôt que de les voir finir 7e. Ouais, c'est Mais bon, je les souhaite quand même une excellente saison. Et je vais faire un petit tour de table pour les 3 prochaines rencontres de Girone, justement, après la trêve. Je pense que déjà, la trêve, elle arrive à pic pour eux. Ça les permet de se ressourcer. En plus de cela, ils n'ont pas trop de joueurs internationaux, je pense, qui vont partir en sélection nationale. Donc, ils vont pouvoir rester ensemble, faire peut-être une petite mise au vert, sait-on jamais, se retrouver un petit peu par rapport à tout ce qui est en train de se passer autour d'eux, et surtout la pression médiatique qui est en train d'arriver. Après la trêve, ils vont accueillir Bilbao. Ensuite, ils vont accueillir Valence et ils vont se déplacer au Barça pour le derby catalan. Ok. Donc, je vais faire un petit tour de table pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des 3 prochaines rencontres pour clôturer ce sujet sur Gérone? En tout cas, si je devais pronostiquer, je dirais 2 victoires et 1 défaite. Donc, pour le déplacement à Barcelone, quand même. Il y a 2 autres victoires, donc Les contre 2 victoires, Valence ouais, et Bilbao. Valence et Bilbao aussi. À c'est domicile. c'est totalement prenable pour eux, en tout cas. Maintenant, Barça, ça reste autre chose, comme je l'ai dit. Et en plus, à domicile, c'est vrai qu'ils sont quand même compliqués à jouer. On va pas se mentir que même s'il y a beaucoup d'erreurs de leur côté, on l'a vu, tu vois, qui arrivent dans les premières minutes de jeu. Le Barça encaisse beaucoup trop. On l'a vu encore ce week-end contre Ouais. Alaves. Mais voilà, Défense. quand dans leur entre, même si c'est plus le Camp Nou actuellement, dans leur entre, ça reste quand même le Barça qui sait imposer son jeu, qui sait imposer son rythme et qui sait marquer quand il le faut. Maintenant, voilà, reste à voir si Riron va réussir à résister à ça. Mais en tout cas, je ne les vois pas s'imposer actuellement contre le Barça, surtout à l'extérieur. Mhm.
Je pense que je suis un peu du même avis que Yodi, mais je pense que je veux même rajouter un petit. Je pense qu'ils vont faire un match nul contre Valence. Je pense qu'ils vont faire un match nul contre Valence parce que Valence aussi c'est en Catalogne. Donc ça veut dire que ça reste. Non, Valence, aussi- pas en Catalogne. Non, c'est pas en Si, pour Catalogne. Il parle catalan, mais c'est pas en catalan. Ah, c'est pas, moi je pense. Désolé alors. Je pensais que c'était en Catalogne. C'est en dessous. C'est en Non, dessous. c'est en bas. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Merci. Je pensais, mais pourquoi ils ont mis l'emblème là de Catalogne aussi? Ah, Allez, politique tout ça. Bon, Ouais, on c'est connaît des pas débats l'histoire. hein. politiques. C'est politique, c'est bizarre, bazar. Mais bon. Donc je disais, non, je pense que face à Valence, ils vont perdre parce qu'il faut regarder l'enchaînement. Déjà, c'est un match face à Valence, même si Valence n'est plus trop comme avant, ça va rester un match compliqué. Puis ils devront enchaîner face à un Bilbao. Donc moi, je pense que là, ils vont faire un match nul. Non, c'est d'abord C'est Bilbao-Valence. Ah, Bilbao, ouais. Oh, alors encore plus. Face à Bilbao, ils vont faire match nul. Face à Valence, ils vont perdre. Et face au Barça, ils vont perdre. Ils vont pas assumer, frère. Tu penses que les 3 prochains matchs, aucune victoire? Non. Je pense pas. Tu vois cette partie-là dans l'ADN, là. C'est quelle minute que j'ai dit ça? Faut écrire. Vous allez dire, moi, j'ai dit au jour d'aujourd'hui, ils vont faire match nul face à Bilbao. Puis les 2 prochaines rencontres, ils vont perdre. Ils vont perdre. 2 Ils vont victoires, perdre. une défaite. Vraiment sûr de moi. 2 victoires, une défaite. Ouais, clairement. Et toi, Yann? Moi, je vois Bilbao, c'est une équipe vraiment très accrocheuse. Contre les grosses équipes, ils sont toujours match nul contre le Real, etc. Ils sont toujours à l'affût. Donc, je vois peut-être un match nul contre Bilbao. Contre Valence, je les vois par contre gagner. Parce que Valence, ça fait 2-3 saisons c'est l'ombre de lui-même. Tu vois, c'est une équipe. L'année passée, ils ont failli être relégués de peu. Et ce week-end, ils en ont encore pris 5 contre Madrid. Ils auraient pu en prendre beaucoup plus. Et ouais, changement d'entraîneur. Donc, c'est une équipe pas stable pour moi. Donc, je les vois gagner contre eux. Et contre le Barça, c'est au Barça. Donc, je les vois quand même perdre. Hein. En tout cas, si Barça se respecte, en tout cas, ils doivent gagner, tu vois. À la maison. De toute façon, en ce moment, le Barça ne se respecte pas. Donc, Ouais, on va se mentir. Non, franchement, Donc, ok, pour clôturer tout ça par rapport à Girone, on va revenir un petit peu, on va faire un fast-forward par rapport à ce qu'on avait dit avec Zahir Emery. On va parler de son coach, Luis Enrique, qui essaie tant bien que mal d'imposer une sorte de philosophie, de style pour le PSG. On voit que en ce moment, en tout cas à l'extérieur, lorsqu'il y a beaucoup de rythme, en Champions League, c'est difficile, mais en championnat, voilà, ça passe plutôt bien, mais principalement, il n'y a que Mbappé qui marque. Est-ce que vous pensez vraiment que le schéma qu'il veut mettre en place dans un club comme le PSG qui demande d'avoir des résultats très rapidement pourra tenir, en tout cas, est-ce que la philosophie pourra tenir sur le long terme? Est-ce qu'il aura assez de temps pour pouvoir justement exprimer tout ce qu'il a envie de mettre en place au niveau du PSG, ou malheureusement, son cheminement va être trop court, sa manière de faire va être trop courte pour que le PSG puisse lui laisser assez de temps pour pouvoir gérer tout ça? Oh, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, pour moi, la méthode Enrique, malheureusement, on connaît très bien le club. Il faut connaître le club de la capitale. PSG est un club qui donne pas de temps aux entraîneurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont laisser une saison. Si une saison, ils sont éliminés encore en 8e, on sait déjà c'est quoi le résultat. Parce que je pense que Luis Enrique, c'est un coach qui a besoin quand même de 2-3 ans. Ouais. Et lui, c'est pas un coach qui est dans la rapidité. Il a besoin un peu sur le tas, surtout vu le système qu'il veut ramener, vu les nouveaux joueurs qu'il y a aussi. Parce que PSG propose du beau jeu, mais malheureusement, pourquoi ils perdent en Ligue des Champions, c'est parce que la plupart des joueurs n'ont pas encore le niveau là. En fait, n'ont pas le niveau par rapport. On veut voir le PSG, il faut se dire la vérité. Ils ont des très bons joueurs, mais ils ont plus de très très grands joueurs. Donc, ça veut dire au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain très très jeune. Avec un Vitinha ou Gardé qui vient de Sporting, avec un Warren Zaïre Emery. Donc, je pense pas qu'en une saison, s'il veut garder cette philosophie-là, avec un Solaire qui est catastrophe, désolé de le dire, qui est catastrophe. Après, il a bien joué ce week-end. Ouais, mais en bac droit. Donc, qui est catastrophe pour l'instant. Donc, je pense pas que ça va tenir. Il faut quand même un milieu def comme ils avaient un Idrissa Gueye ou quelqu'un qui casse, qui n'ont pas pour l'instant. Donc, c'est-à-dire que ça va être compliqué. Ugarte fait le taf quand même. Oui, mais Ugarte fait le taf. Ugarte, c'est une fois sur deux. Ouais, mais Faut dire la vérité. non, mais Oui, il faut lui laisser le temps. Mais moi, non, je faut lui demande. laisser le temps, mais Idrissa Gueye, lui aussi, il a pris Oui, il a eu le temps de exactement. s'imposer. Mais Idrissa Gueye, je me rappelle même, on l'avait encensé comme pas possible après le match contre le Real Madrid, mais après, il s'est Après, éteint. ça, il a coulé. Il s'est Non, éteint. il a mais coulé, c'est quand même Mais quelqu'un qui casse. par rapport au fait que Ugarte, moi je trouve qu'il a justement fait un très bon début de saison. C'est lui qui est à chaque fois la première personne qui est à faire le pressing sur le porteur du ballon. Et il n'hésite même pas à monter hyper haut
au niveau même de la surface de réparation du camp adverse pour pouvoir récupérer le ballon et être vraiment très agressif. Si vous observez Ugarte, c'est vraiment sa particularité, ça. Il ne va pas lâcher. Il a vraiment une mentalité où il est toujours très rigoureux. Il est toujours très dur sur l'homme et à chaque fois, il ne lâche jamais rien. C'est lui, lorsque le gardien fait donc le premier dégagement et surtout s'il dégage dans un circuit de passe court, c'est lui qui va être le premier au pressing. Et c'est lui, en général, qui n'hésite même pas à faire la première faute pour pouvoir justement casser le schéma de jeu qui a été mis par l'équipe adverse. Moi, je trouve que pour l'instant, Ugarte, c'est un bon début de saison. Ouais, non, clairement. J'ai pas dit que le contraire, mais pour moi, ils ont besoin d'un vrai casseur. Mais c'en est un. C'en est un. Moi, j'en ai un. Moi, je trouve que c'est même pas cet aspect-là dans le milieu de terrain qu'ils ont besoin. C'est vraiment un meneur de jeu pour moi qu'ils ont besoin. Voilà, moi, je vraiment penchais quelqu'un plus qui- pour ça. Qui crée le jeu, Plus pour ça. qui va relier. Un autre le milieu. relayeur, genre Ça. Ouais. en mode, parce que Ugarte, lui, c'est lui qui est la tour de contrôle. Mhm. Bon, franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. Bon début de saison et belle surprise parce qu'au début, quand j'ai vu les matchs de préparation, j'étais pas trop sûr de ce que le Sporting avait vendu un petit peu. Je pensais que c'était peut-être une banane pourrie que le Sporting a vendu. Quoi, 60 millions au PSG. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a peut-être un truc qui est caché derrière. Et je me suis dit, franchement, ils les ont eus. Mais après, au fur et à mesure que les matchs avançaient, je me suis dit, ah non, quand même, pour moi, il a Non, quand même pour du sûr. ballon, il a quand même quelque chose derrière. Et je suis agréablement surpris pour le PSG, du coup. Et après, il y a eu Warren Zaïre-Emery qui s'est révélé. Donc, du coup, maintenant, il leur manque vraiment un joueur qui était censé être, à mon avis, un Fabian Ruiz ou bien même un Carlos Soler, mais qui n'arrive pas à remplir ce rôle. Et c'est pour ça que, allez, il y a le schéma tactique de Luis Enrique qui est aussi assez spécifique, hein, où il joue dans un 4-2-4, où il aime bien que les ailiers soient vraiment très excentrés et qui ne bougent pas absolument de leur, comment on appelle ça, de leur côté extérieur, de leur zone extérieure là, et en ne rentrant pas. Donc voilà, c'est un schéma tactique assez spécial, mais si en tout cas il veut jouer avec un relayeur en plus, il leur faut quelqu'un d'autre. Là, je suis d'accord avec toi, Yann. Et puis, c'est pas pour tirer sur les joueurs, mais je pense qu'offensivement, mis à part Mbappé, il leur faut plus de joueurs investis. Non, parce que. Oh oui, faut oui, être- oui, faut oui, être- parce que- Investi dans quel sens? Dembélé a tiré 35 fois. 0 goal. Non, mais très investi triste. dans quel sens? Investi dans le projet du club. Investi. En fait, regarde, quand tu regardes bien, le PSG, c'est un club qui commence à rechercher une certaine identité. Tous les clubs ont une identité. Par exemple, si on prend même leur identité est, on va dire, ancrée dans leur slogan. Si tu prends l'exemple du Real Madrid, il n'a Damas, Real Madrid et rien d'autre. Les joueurs qui portent le mode du Real savent qu'ils sont investis d'une mission. Tu vois ce que je veux dire? Les joueurs qui portent du. Mais maintenant, regarde, quand tu regardes le second du PSG, rêvons plus grand. Quel attaquant rêve grand là? Non, mais après, Non, mais quel attaquant rêve grand? faut voir le contexte aussi. C'est tout un nouvel effectif, en gros, hein, parce qu'il y a 11 nouvelles arrivées qui sont venues cet été, un nouveau coach, Enrique qui, voilà, lui, il aime bien jouer au foot, hein, tu vois, donc ça part de l'arrière. Déjà, Donnarumma, que je trouve un très très bon gardien, mais balle au pied, c'est pas ça. C'est pas bon. Faut qu'on se dise ça, tu vois. Ouais. Et ça part de là, tu vois. Par exemple, le match contre le Stade de Reims que j'ai regardé, où ils ont gagné 3-0, le football, il n'était pas trop là, tu vois. Mis à part Mbappé, même Mbappé, à la fin, sa déclaration, il dit moi, j'ai pas besoin de bien jouer pour marquer. Et c'est vrai. Trois actions, 3 buts. Deuxième minute. Ils doivent surtout But. remercier Donnarumma. Ouais, Donnarumma aussi qui a fait un très bon match sur sa ligne. Il est fort, Il tu est vois. incroyable. Incroyable. Mais ça aurait pu tourner autrement. Oui, hein. clairement, Ça aurait pu tourner clairement, autrement. clairement. En plus, Enrique qui n'était pas satisfait du match du PSG, en Mais gros. il a raison surtout parce que franchement moi j'ai vu vraiment une tornade hein, sur le PSG là du côté de Reims. Le stade de Reims ça fait vraiment pour moi c'est malheureux hein. Ils ont sur le résultat c'est 3-0. Ça Donc, reflète pour une pas le personne qui match. ne regarde pas le match et qui voit Le tout résultat, Mbappé, il trompe pas, ils il vont trompe se dire pas. vraiment waouh le PSG a écrasé vraiment Reims. Alors que non. Or que Résultat, il est non, vraiment trompeur. Reims était pour moi vraiment l'équipe qui a tout donné, que ce soit Mounetzi, que ce soit Junia Ito, que ce soit Mohamed Darami ou encore Matouzio, j'en sais rien. Ils ont tous vraiment donné, ils ont mis vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir essayer de marquer au moins un but. Et je pense que s'ils avaient réussi à marquer ce but-là, ça aurait été déroulé. totalement différent Ouais, parce ça que la aurait soirée déroulé se serait totalement. totalement embrasée. C'est vrai. Mais ils sont tombés sur un os. Donnarumma a sorti pour moi la meilleure prestation depuis qu'il est au Depuis PSG. qu'il est au PSG. Il a reçu Ah, mais même vraiment, 9 non, sur 10. Hein. clairement. Ouais, Vraiment, Sur vraiment. l'équipe, donc, Et même euh, Will Steele, il a on a dit dit. le meilleur gardien au monde après le match. Mais Will Steele, il était dégoûté. Ouais. Il était dégoûté lui-même. Ouais, Il a, carrément. il a dit qu'il ne pouvait même pas en vouloir à ses joueurs parce que Ouais. ils sont tombés sur un énorme gardien. Non, franchement, ouais. Mais que j'allais en revenir là-dessus, sur justement l'investissement des joueurs. On regarde aussi les prestations du PSG, même à Reims, c'était à l'extérieur. Ouais. Il y a un problème. Ouais, C'est à un C'est l'extérieur. problème. ce que je Il y dis a un à problème l'extérieur. Dès qu'il y a de l'intensité à Dès qu'il y a de l'extérieur, l'intensité à l'extérieur. c'est Et difficile. ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Comment tu m'expliques qu'ils mettent 3-0 pardon, à l'AC Milan et le match d'après, ils en reviennent à faire un match aussi pittoresque? C'est pas normal. C'est pour ça que je te dis que, personnellement, moi, je trouve que
ils sont très peu de joueurs investis vraiment à quelque chose. Est-ce qu'il y a en même fait. des vrais cadres à part Non, il n'y a plus de cadre parce que comme il a dit, c'est une nouvelle équipe Ouais, et c'est c'est une normal. nouvelle Le seul équipe, cadre, c'est Mbappé, tu vois. Mais quand même, quand tu portes un maillot, tu te dois quand même d'être investi, tu vois. Et puis même, j'ai même pensé à ça parce qu'il y a beaucoup de supporters du PSG qui ont demandé à franchiser un peu leur vestiaire, à ramener un peu des joueurs français, tout ça. Mais quand tu regardes vraiment dans l'histoire du PSG, même à l'ère des Qataris, il y a quel joueur français, mis à part Matuidi, leur meilleure époque, aucun joueur était français. C'est tous des joueurs étrangers, mais qui étaient investis dans quelque chose. Mais justement, là, c'est ce qu'ils essayent de faire, de ramener essaient le plus de Français possible. Mais est-ce qu'ils sont vraiment investis? Parce que Barcola. Colomani, quand tu regardes Colomani, entre Francfort et ici, non, c'est faut mauvais, comprendre. Colomani, je vais vous dire un truc. Colomani, tout est allé trop vite. Tout est allé trop... Non, tout est allé trop vite. C'est pas une excuse, c'est pas une excuse. Non, je vais te dire un truc. L'enfant, il y a 2 ans, était à Nantes. Il avait mis 10 saisons en Ligue 1. L'année d'après, après ces 10-12 goals-là à Nantes, il signe à Eintracht Francfort. Paf, Didier Deschamps l'appelle Coupe du Monde. Ce n'était pas prévu. L'enfant est choqué. L'enfant est choqué. Non, c'est réel. Psychologiquement, c'est très très dur. L'enfant est choqué. Pendant la Coupe du Monde, quand il rentre, il fait c'est Colomani là, il joue. Parce que quand il rentrait dans la Coupe du Monde, Ouais, là, il a mis de l'impact. il ramenait une vivacité là. l'impact. Il ramenait une vivacité. Et même pendant la finale, c'est lui quand même qui a aussi ramené ce jus là en Ouais, équipe de ouais, France. ouais, c'est ça. Malheureusement, C'est il a raté parce que bon, je sais pas quel marabout, mais s'il va là, mais c'était prévu pour le Final X là. Mais Pour le Final X qui gagne cette Coupe du Monde, donc Colomani a raté. Mais s'il allait marquer, ça allait encore changer sa carrière. Ouais, ça- Donc il y a eu ça. Et après la Coupe du Monde, il a toujours été révélateur. Après, il y a eu quoi? Il y a eu le transfert au PSG là. On l'a signé pour 80 millions d'euros. c'était une erreur. Hein. C'est une... L'enfant. Même Un 90, je jou- crois. 90, je pense. Un joueur qui a 2 ans était à Nantes, a marqué 12 goals la saison, 15 goals max, toute compétition qu'on peut dire l'année d'après, joue la Coupe du Monde, et puis il signe au PSG pour 90 millions et on veut qu'il marque chaque match. Mais c'est très Non, mais- compliqué mentalement parce qu'il doit encore faire ce switch. Tu es passé de joueur normal à joueur très fort qu'on a acheté pour beaucoup. Donc c'est-à-dire que mentalement, pour lui, je comprends Colomani, frère. Chaque fois, c'est comme Dembélé, il y a les fourmis dans les jambes parce qu'il se dit... Non, Dembélé, c'est pas le même cas. Non, lui, c'est parce pas le même que cas. Colomani, chaque fois quand il Complètement. joue, on a l'impression qu'il joue avec un stress comme pas possible. On dirait qu'il porte, on dirait il y Ouais. a tout l'argent là, tu vois tout l'argent là que PSG a investi, on dirait il y a ça sur son dos. Non, Vas-y. c'est vrai. Non, c'est vrai, on dirait il y a ça sur son dos. Donc il y a ça aussi, tu vois. Et malheureusement, pour moi, il y a un Gonzalo Ramos qui est plus fort que lui, mais Et vu qui que- doit être titulaire à qui sa doit place. être titulaire à largement. sa place, mais comme Colomani, on l'a acheté serre et comme c'est un Français, ça joue aussi beaucoup dans la décision. Ouais, mais bon. Après, comme il a dit, c'est venu trop vite pour Trop lui, vite, tu vois. frère. C'est venu trop vite. Et je pense que c'est encore un jeune joueur, il doit encore s'adapter, tu vois. Il y a encore quelques étapes. En fait, il a franchi les étapes trop vite, tu vois. Il est passé de inconnu à presque la gloire de la France, tu vois ce que je Morgan veux dire. Schneiderlin. Bah, ça n'a rien à voir. C'est quoi, C'est pas Ça n'a rien à C'est pas la voir. même chose. Non, mais c'est pas du tout. Ça la ça- même ça chose. n'a rien à voir. C'est même pas du tout Ça n'a la rien à même voir. chose. Yann, continue, s'il te plaît. Ouais, non. Donc ça, non, je pense que voilà, ça allait trop vite pour lui. Et au PSG, malheureusement, il n'y a pas le temps pour. Tu peux pas faire 2 mauvais matchs d'affilée. Donc, tu dois gagner tous les matchs. Tu vois, c'est la meilleure équipe de France. Et tu dois être présent aussi sur la scène européenne. Même en Champions League, là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ils sont 2e. Donc, leur seul sauveur, c'est Mbappé. Hein, donc, Bah oui, parce qu'en fait, avec Colomani, comme Aaron l'a bien dit, c'est un joueur qui a été vite élevé et érigé au stade de gros joueur parce qu'il a été sélectionné en Coupe du Monde et c'est l'un des joueurs qui a failli être la gloire et le héros de la France en marquant, s'il avait marqué en tout cas contre l'Argentine. Et surtout parce qu'après, il ne faut pas se cacher non plus, il avait fait une très bonne saison du côté de l'Eintracht. Mais Serhou Guirassy, là, maintenant, il marque aussi beaucoup au niveau de la Bundesliga. C'est un championnat où les attaquants, franchement, les 9, dans ce championnat, ils se sentent bien. Ils sont vraiment comme un poisson dans l'eau. Donc, ils se disent vraiment là-bas, si j'ai envie de me relancer là-bas, en vérité, qu'on aille seulement en Bundesliga, même si je signe à Bochum, je sais que je vais mettre mes 10 goals. Peut-être qu'il y a une équipe qui va tomber dans le panneau et ensuite je vais être pris. mais c'est vrai. Par contre, lui, là, à ce moment-là, du coup, avec Colomani, si le PSG
a désiré recruter un joueur qui était là pour l'effet immédiat, c'est raté. Ah, Frangin, là, c'est raté. Là c'est Ouais, une non, Chikwang comme il est là. Ouais. Et là, il est même pas encore à maturité. Donc, le morceau, là, il est encore un petit peu trop dur. Il faut attendre que ça se calme un peu pour que ça devienne un petit peu tendre. Et tu peux manger ça avec un bon fungo, tu vois. Mais s'ils veulent un joueur, s'ils ont dans leur idée d'avoir acheté un joueur qui est là pour la longue durée, et donc du coup, ils seront patients avec lui, peut-être qu'il va y avoir des résultats parce que c'est un joueur qui connaît déjà le championnat. Ça, c'est l'avantage. Et en plus de cela, il va évoluer aux côtés des meilleurs joueurs, en tout cas de la Ligue 1. Et en général, normalement, quand tu évolues aux côtés des meilleurs, tu es censé également apprendre et continuer à progresser. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer pour lui. Mais si, en tout cas, c'est pour l'immédiat, là, c'est pour maintenant, là, il faut qu'il presse là. Ah, c'est dead, mon gars. 90 millions d'euros comme ça jetés à la poubelle. Parce que moi, je dis, c'est directement pour l'instant, depuis le début de la saison, là, pour moi, Kolo Muani fait partie des flops au niveau du PSG. Non, mais clairement, moi j'ai l'impression que c'est un effet média parce que mettre autant de sommes pour un joueur que tu comptes investir, avec qui tu comptes être patient, je ne pense pas que le PSG. C'est ça. aurait fait Normalement, une telle c'est justement Jamais fait de la pour vie, être un effet immédiat. Et actuellement, à l'heure où on se parle, aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 novembre 2023, 20h34, Antwerpen. Il est pas bon. Non, il est pas Il est bon. pas bon. Non, Il est pas malheureusement, bon. il est pas bon. Il est pas, mais il fallait bon. même qu'il reste à Eintracht Francfort. Fallait pas Une qu'il fasse saison, cette mais grève. c'est ça. Le Boug, il a pris l'avion. Mais tu sais ce qu'il a fait en plus. Il a pris l'avion. Non, il a fait la même bêtise que Dembous quand il est parti de Dortmund. Ouais, il a fait grève. Il a fait grève. Il a Ouais, fait grève. voilà. Tu sais, l'univers ne t'oublie pas. L'univers ne t'oublie pas. Quand tu pars comme un malfrat, comme un criminel, Après, ça, c'est- ça Franchement, retourne c'est contre toi. des clubs qui se refusent pas. Hein. À son âge, est-ce qu'il s'est dit le train, est-ce qu'il va encore repasser PSG, c'est un Parisien. À ce moment-là, est-ce que Gonzalo Ramos était déjà là? Oui, Ouais, il il est est déjà déjà là. là. Gonzalo Ramos, Mais est-ce il que, était Ramos déjà est là. venu, est-ce que Ramos est venu en tant que neuf titulaire Mais il est plus indiscutable? Pour moi, oui. Mais il y avait- Sincèrement, pour moi, oui. Pourquoi il est venu Pour moi, avec oui. lui Moi, Avec lui, il est venu en dans tant que le moment où il le titulaire. recrute, après surtout avoir fait une belle Coupe du Monde et une bonne petite saison du Ouais. côté de Benfica, pour moi, le titulaire qui est recruté là au poste de 9, c'est Gonzalo Ramos. Il devait réfléchir. Et Colomani devait réfléchir. Ouais, mais c'est, comme j'ai dit, c'est une opportunité qui Sur se moi, refuse pas, tu vois. en Ile-de-France, Mais ils l'ont quand- chuchoté à l'oreille. Non, Non, mais on va se mentir, hein, il a été matrixé par cette envie de franchiser le vestiaire. Clairement, parisien. clairement, Twitter, clairement, c'est ça qu'il a eu, clairement. Twitter. Et je vous dis, moi, frère. et c'est ça, j'ai pas compris ce principe-là. Que pour faire fonctionner votre club, vous avez absolument besoin de joueurs français. Votre club, même avant l'époque des Qataris, Ouais. il y avait des nénés, des prolétaires. Non. Ils ne sont pas français, ces gens-là, tu vois. Mais ça, Ils sont pas ça c'est parce que Mobutu le décide. Et c'est qui Mobutu dans le club là ben oui. C'est Kiki de Bondy. Voilà, c'est Mobutu qui décide. Il veut ramener ses gars. Ouais. Il Non, veut il veut ramener ses ramener gars ses avec gars. lui. Et après, faut pas se mentir. Hein. Comme il est là, Kolo Muani, c'est un gars de Paname. Ouais. Il y a 2 ans, il jouait à Nantes. Ensuite, c'est un joueur maintenant de l'équipe de France. Et il y a 2 ans de cela, il était dans les papiers pour être sélectionné avec l'équipe nationale du Congo. Ouais. Là, maintenant, il se retrouve en équipe nationale de la France. Ouais. Il coûte 90 millions. C'est trop, ça va Il trop coûte vite. 90 millions. Il y a le PSG, son club de sa région, qui le demande. Il va habiter à Paname. Il va avoir des contrats signés comme pas possible. Il va avoir des sponsors et des partenariats comme pas possible. Il va évoluer à côté de Mbappé. Peut-être qu'il va avoir même parfois des petites Rolex, des petites Paris, Dior c'est gratuitement. magique. Paris, c'est magique, etc. Il va partir à l'Arc. Il va partir dans des boîtes là, à Paname, etc., sur les Champs-Élysées. Ah! Pour un Français, un gars de Paname, quand tu as vécu là-bas de ce côté-là, c'est difficilement refusable, comme C'est tu as vrai, dit, c'est hein, vrai, tu c'est vrai vois. que c'est dur, c'est vrai que c'est dur. Mais Fallait qu'il reste. fallait qu'il Il reste, devait donc il fallait rester. qu'il aille autre Ouais, part. mais il a hein. sa carte à jouer parce que vous dites, ouais, Ramos, il est venu en tant que neuf titulaire, mais pour moi, pas du tout, tu vois. Ramos, faut pas oublier que c'est un 2000. C'est la première grosse saison qu'il fait aussi, tu vois. Il a fait la Coupe du Monde. Lui aussi, il s'attendait pas à faire une Coupe du Monde où il allait marquer, être Ouais, aussi c'est la important. même situation. Parce que, Mm. voilà, Ronaldo, à un moment donné, le coach, là, Santos, ah, celui-là qui a jeté Ronaldo, là, c'est un... Ramos est venu à sa place, il a marqué. T'inquiète, tu peux mais être personne libre, hein, s'attendait. dis ce que t'as dans le Non, ventre. non, Il est non, avec- mais non, oui. il se retire. Parce que Ça lui a fait mal, vraiment. Non, Je veux dire, il n'a-t-il ça. Ça lui a fait non, mal. c'est ce coach-là, franchement. Et voilà, donc comme je disais, il s'y attendait pas aussi. Mm. Et c'est pour ça aussi que Ramos ne presse pas, parce que, ok, il marque, etc., mais il n'est pas encore au niveau où on l'attend, tu vois, pour moi. Mais frérot, je veux te dire un truc. Ramos, c'est un 9. Qu'est-ce qu'on demande à un 9? C'est de mettre marquer. C'est marqué. On ne demande pas de faire tous ces pirouettes, d'aller en avant. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Mais de base, nous, on veut quoi?
des neufs, allez, tu donnes comment j'étais en Flandre. Deep le ball, Voorzet, Young, Ben ou il tire. C'est ça qu'on veut d'un neuf. Et Gonzalo Ramos, c'est un neuf à l'ancienne. Pourquoi vous voulez que maintenant le neuf commence à descendre, il commence à faire virgule? Non, c'est pas ça qu'on demande. Non, mais Ramos, il a quelques lacunes aussi. Oui, c'est Parfois, vrai. les contrôles aussi, c'est pas Mais trop ça, moi, je trouve. C'est vrai, mais Ramos, on lui Tu vois demande quoi? De marquer. Et quand il faut marquer, il marque. marque, hein. Mais malheureusement, Kolo Muani, quand il faut marquer, il ne marque pas. C'est ça le En fait, problème. en fait, surtout là, Kolo Muani, il souffre D'une de son pression. prix, de son prix qui est trop excessif par rapport aux qualités que le joueur il a. Mm. C'est un bon joueur de football. On va pas non plus Non, trop c'est un casser très de bon sucre joueur. derrière lui. C'est un bon joueur de Bien football qui a certaines qualités, surtout des qualités de buteur. Mais maintenant, de là, de coûter 90 millions d'euros, jouer pour un gros club comme le PSG qui a des ambitions de gagner la Champions League, c'est certainement pas le schéma idéal dans lequel il peut évoluer pour pouvoir justement exprimer un maximum de ses qualités, de ses capacités. Surtout que le PSG a acheté ce genre de joueur-là pour avoir un effet immédiat. Et là, malheureusement, je pense qu'on n'est pas du tout dans les clous à ce niveau-là. Et peut-être que ce sera un joueur qui seulement va se révéler l'année prochaine ou dans 2 ans, ou peut-être même pas. Il va devoir du coup être prêté ailleurs. Et voilà. Bon, moi, en tout cas, je le souhaite que ça puisse continuer et qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Et je tiens à dire, par exemple, si Kolo Muani, il y avait Bayern qui était intéressé par lui, il devait aller au Bayern. Moi, je trouve qu'il a. Non, il me semble. il Non, devait c'était vraiment- faire encore une transition dans un autre club. Ou à Leipzig. Ouais, tu vois, un club un peu plus grand que Francfort. Mais après, il faut se dire aussi, Francfort, il demandait minimum 80 millions Ouais, pour c'est Kolo vrai. Muani. Ça, Et ils l'ont Ah, mais, retiré jusqu'à mais la ils ont fin. très bien joué. Ouais, Eux, ils ont très bien joué, Tous les Francfort. clubs qui disaient 80 millions pour Kolo Muani. Mais parce que Kolo Muani, il avait quand même fait une vraie saison. Je pense qu'il avait marqué 20 goals, si c'est 17 Ouais, assists ouais, ou 15 ouais. assists. Mais non, mais bien sûr, Ouais. ça on n'en disconvient pas. Et hein. quand il a Ah été ouais, sélectionné, très justement, bonne je saison. crois qu'il était meilleur buteur et meilleur passeur. Ouais, au meilleur moins buteur, de sa meilleur première passeur sélection. de Au moins de sa la première Bundesliga, sélection, tu vois. Il avait même fait un très bon parcours européen, donc Ouais, il ouais, marquait ouais. également des buts et tout. Donc non, franchement, faut pas non plus négliger cela, mais c'est par rapport à la dimension Ouais, où ça a du pris. PSG qui est un différence, petit ouais. peu, C'est parti trop vite. qui est un petit peu. C'est trop pour lui. Voilà. Ouais, c'est comme si moi demain tu me donnes 5 millions, je deviens fou, gars. Ouais, C'est les jobs étudiants, j'ai du mal avec certains montants. Tu me donnes 5 millions, mais je pète un plomb. Tu me vois chaque semaine au centre, je mets allez 10 bouteilles. Tu vois, ça va trop vite, gars. Mais ça va trop vite, la vie. Oh là là. D'accord. Mais maintenant, voilà. On a parlé de dimension. Par rapport à Kolo Muani, on va également parler d'une dimension d'un club qui est en perdition totale là, actuellement. Il s'agit de l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais est actuellement dans de très mauvais draps. Je ne sais pas ce qui se passe à Lyon. C'est pour ça que je vais vous poser la question, pour voir un petit peu par rapport à vos avis. Ils ont gagné leur première victoire de ce week-end en battant Metz, Rennes. en battant Rennes. Rennes, pardon, 1-0 avec un carton rouge de Guéla Doué du côté de Rennes. Est-ce que c'est une victoire pour vous qui va pouvoir un petit peu les relancer et surtout va les aider à ne pas sombrer comme les aïeux de Bordeaux, Saint-Étienne et les autres grands clubs historiques de France qui sont tombés en Ligue 2 et qui n'arrivent et qui peinent à remonter? Bah actuellement, franchement, je ne vais pas te mentir que le cas de Lyon est un mystère. Ce match-là, je pense que c'était quand même les étoiles qui étaient alignées pour qu'ils trouvent un petit peu le chemin de la victoire une première fois cette saison, avec un carton rouge qui arrive quoi, à la 5e minute. En tout cas, tout était aligné pour qu'ils trouvent vraiment cette victoire. Mais maintenant, en fait, c'est vraiment... J'espère en tout cas qu'ils vont prendre conscience. Ils vont prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut commencer à se relancer. Parce qu'un club comme l'Olympique Lyonnais qui était bon dernier de Ligue 1, on n'a même pas dit zone relégable, ils étaient derniers. C'est très, encore très derniers, grave. C'est encore dernier. Ils sont encore derniers, je sais. Ouais, parce que même les 3 points, je pense que c'est pas suffisant pour C'est pas assez. agripper Ils ont 7 l'avant-dernière place. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Maintenant, voilà. Maintenant, en tout cas, ils ont les armes pour se relancer, personnellement. Même si... Les armes Les armes, entre guillemets, les armes mentales, on va dire. Non, moi, pas du tout. Moi, je Tu pense trouves pas pas du tout. Non, non, non. non. Mais si, moi, je pense que vraiment, justement, allez, un sursaut d'orgueil après une victoire. En plus, Rennes, bon, Ouais, mais voilà. la Rennes aussi, victoire, c'est- comment elle a été faite? C'est ça. Comme il vient de dire, carton rouge. Et Ça- c'est pas comme s'ils ont dominé. Pour avoir regardé le match hier, c'est pas comme s'ils ont dominé le match après ce carton rouge. Le Stade Rennais a failli marquer aussi. Ouais. Et on sentait vraiment pas qu'il y avait en fait que c'était 10 contre 11, tu vois. Mhm. Ils ont juste eu une phase où je sais pas si c'est Ryan Cherki qui centre pour O'Brien. O'Brien qui met la O'Brien. tête. Mais vers la fin, Rennes poussait, tu vois. Ils auraient bien pu marquer. Et moi, je pense que c'est juste un coup de chance pour moi. La trêve internationale tombe pour eux au mauvais moment. Ouais. Parce que peut-être qu'ils auraient pu surfer sur cette vague. Mhm. Mais je pense que si le scénario du match était autre, donc le carton rouge n'aurait pas été donné à Galadoué,
je pense que le résultat il serait autre pour moi. T'as raison, et puis il faut aussi regarder c'était face à quelle Rennes. C'était face à Rennes qui perd 4 matchs d'affilée. Parce que déjà, on est beaucoup en train de pointer du doigt que Rennes, que leur effectif est trop jeune, qu'ils font un peu la même erreur que l'AS Monaco en 2018, quand ils ont vraiment essayé de ramener que des jeunes joueurs pour vendre plus et pour donner de la chance. Comme ça, ils ont quand même un effectif pour les 3-4 ans à suivre. Donc je pense qu'il faut aussi regarder sur quelle Rennes. Rennes aujourd'hui sont 13e du classement. Au jour d'aujourd'hui, Lyon, c'est une catastrophe. Ils ont gagné une rencontre, mais dans quelles conditions? Au jour d'aujourd'hui, Lyon est dernier. Ils ont des dettes comme pas possible. Des dettes, tu as même peur. Si je te parle des chiffres, je te parle même pas de 100 millions. Je te parle déjà, il y a déjà peut-être entre 100 et 200 millions qui doivent déjà rembourser pour le stade, qui n'ont pas encore fait. Puis il y a encore Textor qui a fait de prêts d'achat pour l'achat du club de 6 et 400 millions. Donc en total, ils ont des dettes de 600 millions. Donc je sais pas, Lyon qui avait l'habitude de ce palier, d'avoir d'argent et tout ça avec des compétitions européennes, on sait que l'année prochaine, ils vont pas avoir. Donc, ça veut dire que ça, c'est encore un autre cas, etc. Et puis maintenant, moi, je vous dire honnêtement, moi, j'ai perdu l'espoir pour Lyon. Parce qu'on voit, quand les joueurs jouent qu'il n'y a plus l'envie. Il y a certains cadres qui sont essoufflés. On entend après chaque rencontre, c'est chaque fois les mêmes qui viennent parler, les Lacazette, Tolisso. On sent qu'il y a certains ras-le-bol, que c'est plus profond. C'est pas seulement les joueurs, c'est pas seulement le coach, c'est dans la direction, c'est tout ce qui se passe autour du club. Parce que demain, moi, je vais vous dire un truc, le football français, ça va très vite. Aujourd'hui, il y a Sochaux qui joue un N1. Lyon, l'année prochaine, ils ont une dette colossale. Si c'est 500 millions, 600 millions qu'ils doivent rendre, l'année prochaine, ils sont en Ligue 2. Ligue 2, on sait très bien que les prix du stade, c'est pas pareil. Donc, ça veut dire que leurs recettes seront encore moindres. Donc, ça veut dire que c'est un club, malheureusement, de le dire au jour d'aujourd'hui, si Lyon est relégable, c'est faillite. C'est faillite. Donc, je pense pas comment ils vont se sauver. Et surtout... Mais faillite, tu vas trop loin. Non, je t'ai dit. Il y a de l'argent quand même. Je t'ai dit, gars, quand tu as des dettes de 500, 600 millions, gars, tu peux avoir de l'argent, mais crois-moi que tu transpires tous les jours. Et surtout, le problème aussi, c'est aussi dans le jeu. Il n'y a plus d'envie. Il y a un Cherki qui est, on va dire la vérité, Cherki, on le voit plus épanoui en espoir qu'avec Lyon. Donc, c'est-à-dire des joueurs comme ça, ils vont partir. Donc, je ne sais pas, de A plus B plus C, même s'il y a un Grosso qui, pour moi, n'était pas le coach de la situation. Là, on nous parle d'un Juninho qui veut ramener vite Juninho, que Juninho lui-même, il était parti, parce que je pense que Juninho avait senti que Lyon, ça allait descendre. Maintenant, on veut le rapatrier au club. Donc, Juninho, il était parti parce qu'il y avait une discorde avec Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, tu vois. Donc, même lui, il a dû sentir aussi. Et puis ils veulent le rapatrier à tout prix. Donc, je pense, est-ce que ce sera le sauveur nécessaire? Non. Donc, est-ce que Lyon va descendre? Pour moi, Ligue 2, oui, probablement. Malheureusement, c'est triste. Saint-Etienne est passé en Ligue 2. Oui, mais il faut se dire la vérité, c'est Lyon. Saint-Etienne est en Ligue 2, Bordeaux est en Ligue 2. Non, mais tu ne peux pas comparer, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, mais tu ne peux pas comparer Lyon, 7 fois champion de France d'affilée, tous les joueurs qui sont passés à Saint-Etienne. Nottingham Forest a gagné une Ligue des Champions. Ouais, mais tu parles des années 60, 70, gars. Là, on est en 2023, tu vois ce que je veux dire? Le football, il a changé quand même. Ouais, le football, il a changé. Le football a changé, mais on le voit que clairement Lyon ne s'est pas adapté au football qui a changé, malheureusement. Non, pas qu'ils ne sont pas adaptés. Après, faut pas non plus faire de conclusions hâtives. Pour Lyon, c'est que la 11e journée, ils ont encore un match en retard à jouer contre Marseille, et encore la saison, elle est encore hyper longue, et c'est pas comme s'ils avaient que des ploucs au niveau de leur équipe. Non. Ils ont une ossature qui est plutôt bonne, qui peut justement pouvoir se maintenir. On parle quand même de Lacazette, on parle quand même de Tolisso, on parle quand même d'Anthony Lopez, et on parle d'un petit jeune talentueux qui s'appelle Ryan Cherki. Donc, normalement, dans une Ligue 1 qui est relativement faible, franchement, on ne s'éclate pas plus que cela dans ce championnat en ce moment. Ils sont censés pouvoir se sauver et rester en Ligue 1, ou voire même jouer les barrages. Parce que là, je vois, ils sont 18e, ils ont 7 points, et le premier relégable, qui est Lorient, a 11 points, donc ils sont qu'à 4 points. Donc tout est encore jouable, à mon avis. Donc c'est vrai qu'ils sont dans une très mauvaise posture, et surtout par rapport à la dynamique qu'ils sont en train de nous montrer, et comment ça se passe également autour du club, autour des propriétaires, autour des multipropriétés du propriétaire également. C'est un petit peu la cavalcade en ce moment, mais voilà. Faut pas trop faire de conclusions hâtives. Moi, je préfère être quand même patient, arriver au moins à la moitié de saison avant de se dire qu'ils vont descendre ou ceci ou cela. Donc après, bon, ça ce n'est que mon avis. Surtout que il y a quand même des équipes comme Clermont, Lorient, qui sont vraiment en très mauvaise posture également, qui sont, selon moi, au niveau de la qualité de l'effectif, beaucoup plus faibles que Lyon. Donc, bon. Voilà, on va voir. Même si la situation, faut le dire, elle est alarmante, elle est honteuse pour un club comme Lyon, ça c'est sûr. Après, ça date pas de la mauvaise vague, elle date pas de cette saison, tu vois. Oui, ça date déjà depuis un certain moment. Depuis que Jean-Michel Aulas est parti, le rachat du club,
Même quand Jean-Michel Aulas Ouais, était c'est là, vrai, c'était même pas quand il bien. était là, mais c'était pas aussi grave que maintenant. Là, c'est vraiment, c'est plus qu'alarmant. Là, tu vois, ils sont derniers. Tu vois, ils ont gagné, mis à part celui Zéro, d'hier, aucun ils match. n'avaient pas gagné de match. La seule équipe du top 5 à ne pas avoir gagné de match, c'était eux, tu vois, avant cette journée, la 11e journée d'hier. Donc voilà. C'est triste. Écoute, moi je dis toujours dans la vie, des fois il y a des choses qui changent et qui arrivent et tu dois accepter. Maintenant, Lyon, pour qu'il remonte cette pente, faut qu'il devienne constant. Mais est-ce qu'on a déjà vu un Lyon constant dans le jeu pendant 90 minutes? Non, parce que le problème c'est quoi avec Lyon? Il faut bien analyser leur match. C'est pas que Lyon joue mal. Lyon joue mal. En fait, Lyon a le même problème que la RDC. Quelle comparaison. Lyon... Oh, la transition. Ah ouais, faut regarder. Faut regarder. Quelle Faut comparaison. regarder les matchs de Lyon. Ils jouent comme la RDC, les gars. Ils jouent comme la RDC. Donc, ça veut dire pendant 60 minutes, ils peuvent bien jouer. Et puis Et relâchement. puis, il y a un moment, je sais pas ce qui se passe à partir de la 60e. Il faut regarder les matchs de Lyon, gars. Des fois, je regarde. À partir de la 60e, 70e minute, Ouais. tout noir. Mais gars. c'est vrai. Tu les reconnais plus. C'est vrai que comme Yann avait cité, à un moment donné, Rennes était très poussif. Ouais. Mais après, moi, pour ma part, ça reste logique parce que bon, c'était quand même à domicile. Ouais. D'office qui devait un petit peu pousser. Non, À ça ne- les- En plus, en Ouais. général, c'est un piège hein, quand les équipes jouent en infériorité numérique. Ça reste un piège où des équipes qui mènent au score, dans les dernières minutes, vont un peu essayer de faire tourner ou Ouais. laisser Après, l'équipe venir. pour citer, le Stade Rennais avait joué jeudi en Europa League et ils avaient aussi eu un carton rouge. Ils ont gagné 3-1 contre le je pense, Panathinaikos. Et je pense que ils sont dit on a déjà eu une situation pareille Ouais. 3 jours auparavant. Donc ils ont su la gérer pour moi. Juste que voilà, ils n'ont pas su mettre ce Ils ont but-là. pas su mettre le. Ouais, non, ils n'ont pas réussi à. Mais ils ont réussi à limiter la caisse. on va Ouais. dire. Ouais, ils ont En limité tout cas, la caisse. Ils ont limité la caisse. Mais bon, après, face à Lyon, c'est pas très dur. Bon, de toute façon, comme on a dit là, maintenant c'est la trêve. Hein. On va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont gérer ça. C'est vrai que ça aurait pu être une sorte de voûte de relancement au niveau de Lyon après cette victoire face à Rennes. Rennes qui est quand même censé être une bonne équipe. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça va tourner, surtout avec les supporters, avec le propriétaire, avec Fabio Grosso, avec tout ce qui s'entoure autour et avec ce qui va arriver avec Juninho. On va attendre encore un petit peu, mais pour l'instant, en tout cas, Lyon, c'est vraiment la situation est vraiment catastrophique et alarmante. On va passer maintenant du côté du Portugal. Hier également, il y a eu un gros match. Il y a eu le derby de Lisbonne. Et dans les tout derniers instants, c'est Benfica qui a remporté le match face au Sporting. D'abord, c'était une ouverture du score de Victor Gyökeres, le Suédois. Égalisation d'une jeune pépite de la formation lisboète qui a marqué sur corner à la 92e, je pense. Et ensuite... 94, hein 94. Attends. Et ensuite... 92e, 97e. C'est ça, 97e. 97e, Juste ouais. après, il y a eu encore un autre but. Est-ce que, si vous avez vu le match, et comme c'est un match important, est-ce que vous avez des mots à dire par rapport à cela? Écoute, moi, j'ai vu le match. Quand même, c'était quand même. En fait, c'est quand même plaisant de voir un match, un derby comme ça dans des championnats un peu plus modestes. Parce qu'on voit vraiment des joueurs qui. Tu vois, c'était vraiment un match qui allait un peu du tac au tac. On aime bien voir ce genre de football. On a vu des beaux buts, on a vu vraiment des belles actions. J'ai aussi aimé, bizarrement, le match de Di Maria, qui, pour moi, était quand même assez actif comme ça offensivement. Ça restait quand même un derby intéressant à voir parce que les deux équipes, il me semble, étaient à 3 points de différence. Elles sont tous les deux premières de championnat maintenant avec 27 points. 28. 28, ouais, 28 points. 28 points, ouais. Et puis, pour le cas de Benfica, c'est intéressant pour eux parce qu'actuellement, j'espère que ça va leur permettre un petit peu de se rebooster au niveau de la Ligue des Champions. Parce qu'on ne va pas se mentir, pour les huitièmes, c'est mort, mais il y a quand même une place à aller chercher. Il y a quand même une place en Europa League à aller chercher. Ils ont un match à domicile à jouer, je pense, contre l'Inter, il me semble. Contre l'Inter. Et puis le dernier match contre Salzbourg, où justement, c'est le match des bons derniers. J'espère en tout cas que ça va les mettre sur le... non, mais il faut le dire. Il faut le dire, le match des bons derniers. J'espère en tout cas que ça va les mettre sur des bons rails et on verra la suite. Non, pour moi, Benfica, ils ont quand même fait un petit exploit. Et comme tu as dit, j'espère que ça va les booster pour la Ligue des Champions parce que ça reste quand même un club historique. Pour moi, ils doivent quand même essayer d'accrocher cette troisième place parce que c'est quand même un club qui propose chaque fois du beau jeu. On va dire la vérité, du beau jeu. Et c'est un club qui mélange entre l'expérience et la jeunesse. C'est un club qui est intéressant à voir. Donc j'espère bien que ce match-là a su faire comprendre aux joueurs, écoute, on a su gagner cette rencontre-là. Là, maintenant, on est ex-aequo premier avec Sporting avec les mêmes points. Et puis, ça fait aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu... Ça fait combien de temps ils n'ont pas eu le titre? Benfica? Ouais. Non, il n'y a pas si longtemps.
Non, 3 ans. Oh, non, la saison passée, ils n'avaient pas le titre. Hein. C'est qui a gagné? Je pense que c'est Porto. Porto. Porto qui gagne. Porto, pardon. Porto, C'est Porto. je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans, ils n'ont pas pris le titre. Donc, je pense qu'il faut faut qu'ils se reboostent et puis qu'ils se disent aussi, il y a les compétitions européennes, on peut aussi se mettre à la page et montrer aux autres clubs qu'on est toujours présent. Après, le championnat portugais, ces 3 équipes-là du top, Porto, Sporting et Benfica, c'est des équipes, ils produisent des jeunes et ils les revendent de suite. Donc, en fait, il n'y a pas de continuité, tu vois. Ils peuvent former une équipe et l'année d'après, c'est toute une autre équipe qui est sur le terrain. C'est pour ça qu'en Champions League, par exemple, ils sont à la traîne, tu vois. Et moi, c'est ça le sujet, allez, ce qui est alarmant au Portugal. Mais c'est pas alarmant, je ne veux pas dire ça, mais il n'y a pas de continuité, tu Mais vois. la réalité économique les rattrape à chaque fois de toute façon parce que c'est un championnat qui malheureusement ne rapporte pas assez d'argent en termes Ouais, d'image, mais en les termes joueurs de- qui vendent Voilà, au prix, c'est ça. si tu Et- regardes Benfica, par exemple, tous les joueurs qu'ils ont vendus ces Ils dernières vendent années, énormément de ils ont joueurs d'argent, ils ont de l'argent. à très gros prix. Ouais. À très gros prix, et ça fonctionne plutôt bien pour eux. Donc, c'est pour ça ils se sont créés ce modèle économique-là, c'est-à-dire de former des joueurs, des pépites, et ensuite les mettre en valeur, leur donner la chance, et ensuite être vendus. Et surtout qu'eux, ils savent qu'ils peuvent imposer n'importe quel prix. Si un club veut les joueurs, ils vont quand même les vendre et le club va les acheter. Donc, c'est ça qui est vraiment mis en avant du côté des championnats portugais en général. Hein, parce Même que, les autres même clubs, Porto ou même... La plupart, tous les clubs Benfica. ont toujours des petites pépites comme ça. Enfin, c'est un peu l'image du championnat. Il y a beaucoup de jeunes joueurs portugais même pas des portugais nécessairement, mais des jeunes pépites. Par exemple, même des joueurs comme Casemiro, je pense, sortent de ce championnat. Casemiro, Ouais, Fernandes. Ouais, Casemiro, le ouais, Real l'avait Casemiro. prêté à Porto. Ouais, Casemiro. Tu vois, donc il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a vraiment cette politique là d'achat-revente, on va dire, qui est intéressante. Mais en fait, j'ai l'impression que même le championnat n'a pas le choix, entre guillemets, de devoir se. Mais pour survivre économiquement, ils n'ont pas le choix. s'ils veulent aller faire les premières places en Europe, aller jouer les grands rôles en Europe, ils doivent à un moment donné former une équipe, former une base Voilà. solide, tu vois. Mais ça, Mais- ça va se baser que sur des miracles. Parce que Ben voilà, pour faire une base solide, il te faut combien d'années? Tu vois, C'est ça. C'est minimum, je dirais même minimum 3 ans. ouais, minimum Mais 3 ans. Comment est-ce qu'ils pourront même garder une de leurs pépites comme ça qui sort pendant 3 ans? Mais Jamais de la vie. le problème, c'est que Benfica avait à un moment donné, c'est que l'Ajax est en train de les faire couler, tu vois. C'est-à-dire qu'on forme des jeunes joueurs, on prend des pépites, et puis on les revend, et par après, écoute, on essaye de racheter des joueurs qui sont équivalents, et ça ne marche pas. Ça et marche là, pas. l'Ajax est en train de couler comme Lyon coule, mais l'Ajax... Non, mais l'Ajax, c'est un autre problème. Ouais, c'est un autre problème, mais c'est pas là. c'est un peu similaire. Donc, c'est-à-dire, ces clubs-là, c'est vrai que c'est un débat qu'on peut avoir. Quelle solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces clubs de moyen de classement qui fonctionnent avec des moins au niveau européen, qui sont quand même des grands clubs et des bons clubs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Quelles sont les solutions pour eux? Mais ça, c'est un autre débat parce que c'est vraiment un débat intéressant d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment un débat intéressant d'ailleurs, mais je pense qu'un club comme Benfica, malheureusement, ils n'ont plus le choix parce que c'est une réalité économique. On n'est plus en 1975 où tout le monde est bouché, où tout le monde gagne 500 € grâce au foot, où tu peux gagner Ligue des Champions purement au talent. Au jour d'aujourd'hui, il y a la Kishta qui parle. Demain, tu joues à Benfica, tu gagnes 700 000 l'année. Il y a une première ligue qui te demande 3 millions l'année. Frérot, crois-moi que tu vas quitter ta maison là à Benfica et tu voudras aller dans le froid là-bas à Londres. Donc, C'est réel, hein. c'est un autre football, c'est une autre réalité. Donc, malheureusement, les clubs qui produisent du beau jeu comme à l'époque, qui pouvaient gagner Ligue des Champions, ils sont un peu dépourvus et ce ne seront plus les clubs qui vont gagner la Ligue des Champions. Mais je pense qu'ils le savent et je pense que ce n'est même plus leur objectif de gagner la Ligue des Champions. Je pense que leur objectif, c'est faire un petit beau parcours comme l'Ajax l'avait fait en 2019, arriver en demi-finale, faire un petit film, faire un petit scénario dans les vestiaires et comment ça s'est passé, une petite épopée. Et ça avance sur Netflix, Amazon, c'est beau à voir. Et sinon, ils restent toujours dans la même réalité, achat-revente. C'est une réalité qu'ils ont déjà acceptée depuis des lustres. Non, c'est sûr. Et bon, après, là, pour le moment, ça fonctionne bien. En tout cas, ça permet certainement de maintenir le club dans une bonne réalité économique, si on peut dire ça comme ça. Et en termes d'ambition européenne, ambition nationale, c'est différent parce qu'on sait que les deux, trois clubs, 4 avec Braga, si jamais, peuvent en général à chaque fois prendre le titre. Mais en termes de niveau européen, il faudrait essayer de repenser autrement. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une sorte de ligue fermée où ils rentreront dedans pour que les réalités économiques soient différentes et qu'ils puissent gagner de l'argent différent. Donc ça, c'est encore un autre problème qu'on pourra peut-être aborder lorsque le sujet de la Super League reviendra, à mon avis. Là, maintenant, on va changer de continent.
On va parler de... Parce que là, on est le 12, hein, j'avais dit. Le 12 ou le 13. Et... je vais dire ça direct. Hein. On est le 13. Et dans 2 mois tout pile... ouais, 2 mois tout... Non. Oui, 2 mois tout pile. C'est pas le 2 mois 15. C'est le 13. Ça commence le 13. 13 janvier, ouais. Le 13 au Ah, je 11. pensais que c'est le 15. Ouais, dans 2 mois tout pile, la CAN va commencer. Et on a un petit concept qu'on se donne maintenant, pas toujours à la fin de chaque émission, mais à quelques émissions, où on se dit en direction de la CAN. Et cette fois-ci, la CAN, elle va se passer, comme vous le savez très bien, en Côte d'Ivoire, à la CAN 2024. Et beaucoup disent et prédisent que ça va être l'une des meilleures CAN de l'histoire, une CAN à 24. Heureusement, le Congo s'est qualifié, sinon j'allais faire un petit moment assez pimenté là, mais tranquille, là ça va. Le Congo est qualifié parmi les 24 pays, ça va être apparemment la meilleure CAN et on va se concentrer. On avait très peu parlé du Congo, donc on reparlera du Congo une autre fois, comme ça vous pourriez également commenter en dessous par rapport à ce qu'on a dit. Mais on va d'abord parler maintenant avec un peu plus de temps de l'autre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. J'ai quelques questions à vous poser. Quelles sont vos attentes par rapport à la Côte d'Ivoire durant cette CAN? Quels sont leurs points forts? Est-ce qu'ils ont également des points faibles? Est-ce qu'ils vont réussir à gagner leur 3e CAN s'ils gagnent celle-là, je pense? 3e, ouais. Est-ce qu'ils vont la gagner? Et pour vous, quels sont les joueurs qui feront la différence au niveau de cette sélection des éléphants et qui pourront représenter les dignes prédécesseurs qui étaient Kopa Barry, Didier Drogba, Gervinho, etc. Ben, pour moi, comme pays hôte, donc qui se doit quand même de faire une compétition assez intéressante. Surtout que, à mon sens, ils ont quand même des joueurs, à chacune des 3 lignes de champ, ils ont quand même des joueurs intéressants, même sur les backs, ils ont Serge Aurier, ils ont même Evan Dika, celui de la SM, là, qui était très bon, je m'en souviens de lui, son match, là, quand ils ont vu jouer contre l'Europa League contre le Barça à Francfort. Je m'en souviens qu'il m'avait vraiment impressionné, ce joueur-là. Même dans le milieu, ils ont Franck Kessié, ils ont Jonathan Bamba, ils ont Jean-Michel Seri. Et évidemment, offensivement, ils ont Sébastien Haller. Donc, tu vois vraiment que. Zaha aussi. Non, mais Zaha, cette sélection, il n'a pas été repris, je crois. Non. Il n'a pas été repris. Maintenant, je sais pas. Il n'a pas été repris. Non, cette sélection, il n'a pas été repris. Maintenant, on verra la CAN. Et puis, même, ils ont des Zaha, ils ont même des Nicolas Pepe encore en réserve. Ils ont vraiment énormément de qualité. C'est Ko Fofana quand on a envie de jouer avec. Là, non, on l'a pris. Non, on l'a pas pris, lui. Si. Non, il est absent. J'avais vu les 2 absents. Dans cette liste-là. Ouais, il est pas dedans. Moi, j'ai vu. Mais je crois qu'il est blessé ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est Fofana, il est pas dedans. Parce que j'ai vu, je te promets. Hein. T'as vu Fofana? Ouais. T'as pas confondu avec Fofana de l'équipe de France? Non, Peut-être t'as confondu les listes là. Moi aussi, je pense que je l'avais vu dans cette sélection. Même fois que j'avais vu l'article, justement, 2 absents de taille, c'était Zaha et Fofana. Peut-être qu'il s'est retiré, mais moi, la liste de base, quand c'était annoncé, j'avais vu Fofana. C'est une possibilité, mais en tout cas, ils ont beaucoup de points forts. Maintenant, les points faibles de la Côte d'Ivoire. Enfin, comment expliquer? Bon, ça reste des équipes africaines. Hein. Ça reste des équipes africaines. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai l'impression que les équipes africaines ont à peu près les mêmes points faibles. C'est qu'ils peuvent te livrer des bons matchs à un moment donné et te faire un non-match pas possible dans le calendrier. Il est sélectionné, Fofana. Ouais, Il est sélectionné. Moi, j'ai vu l'article. Gars, j'étais choqué, gars. Comme toi. C'est quoi Fofana? Et il accepte de jouer avec eux. Parce que en Arabie Saoudite. C'est bizarre. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne veut pas jouer en Europe là? Parce que lui, j'ai l'impression qu'il aime pas mettre les pieds chez lui. Hein. Ouais, c'est bizarre. Parce que peut-être qu'ils vont faire un match en France ou au Portugal, je sais rien. possible, Donc là, du coup, il accepte. Mais c'est vrai qu'il en Arabie Saoudite. Lui, en fait, dès que les compétitions internationales approchent, il est là. Il accepte. Ouais. Il accepte, il vient. Mais C'est comme l'autre d'Everton là. Comment il s'appelle le Malien d'Everton. Abdoulaye Doucouré. Voilà, lui aussi. Mais lui, il a décliné, ce qui paraît. Il a décliné. Il a dit, moi, j'ai envie de me focaliser sur. Il a envie de se focaliser sur. J'espère que vous êtes prêts à entendre ça. Hein. Il a envie de se focaliser sur Everton. Everton. Je préfère me focaliser sur Everton. Mais moi, je pense que il y a un problème avec le coach ou dans la sélection. Il a dit qu'il a voulu rendre fier ses parents et surtout son père de porter le maillot de la sélection du Mali. Et une fois que son père est décédé, paix à son âme, bah, il voyait plus trop, entre guillemets, si on comprend les mots de ce qu'il dit, hein, il voyait plus trop l'intérêt de porter ce maillot-là. C'est une dingue. Et se concentrer sur Everton. Écoute, franchement, comme Everton. C'est pas non Liverpool, c'est pas non le Milan AC, c'est pas non même, c'est même pas Porto. Everton. Tu sais que ça me fait passer à une scène dans Casse Départ quand on demande à Fabrice Ebouy, tu viens de quel pays? Non, je viens pas des Antilles, moi j'ai grandi en Bretagne. Non mais allez, ça c'était un truc, mais pour se concentrer par rapport à la Côte d'Ivoire.
d'Ivoire, sinon on va déborder. Bah écoutez, bon, pour du coup, chacun son choix de carrière, on respecte en tout cas. Mais en tout cas, pour la Côte d'Ivoire, écoutez, ils ont vraiment des poids à chaque ligne. Maintenant, ils sont pays hôtes, donc je pense qu'ils ont surtout l'avantage du public à chaque match. Donc moi, si je devais donner une prédiction, bon, allez, peut-être quart de finale, demi-finale. Mais est-ce que l'avantage du public, c'est pas un des avantages en lui-même? Parce qu'ils auront la pression, même si c'est une pression où le public va leur pousser, mais c'est... Ça me rappelle une vidéo quand la Côte d'Ivoire avait perdu contre le Maroc et que les supporters s'étaient fâchés. Ils sont méchants! Ça, c'est de la sauvagerie à outrance. Non. En fait, le problème, c'est vrai que les éléphants, comme ils sont là, ils ont toujours de très bonnes équipes. Mais leurs supporters, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Il faut que, en fait, j'espère en tout cas que le sélectionneur Jean-Louis Gasset, tout comme les joueurs qui seront présents là, ils ont vraiment les épaules pour pouvoir tenir tout ça. Parce que là, maintenant, ils pourront même pas fuir. Hein. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Yamoussoukro, ils sont chez eux. Abidjan, ils sont chez eux. Korogo, ils sont chez eux. Ils ne pourront pas fuir. Donc, du coup, si les supporters sont fâchés, ils vont descendre même jusqu'il faut. Et ils descendront à l'hôtel. Donc, il faut faire attention. Mais ce sont des bandits. Comment tu veux qu'un pays se développe avec des voyous comme ça? Et ils avaient dit même, c'est qui Maroc? Non, franchement, les supporters de la Côte d'Ivoire, franchement, on vous aime incroyablement. Franchement, je pense que juste pour le divertissement, hein, moi je pense qu'on va vivre vraiment une CAN incroyable. Sûrement, c'est juste incroyable. pour ça. Chaque Coupe d'Afrique, il y a un truc spécial qui se passe de toute façon. Donc, on attend ça avec impatience. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui aura la chance de partir en Côte d'Ivoire? Peut-être moi. Ah, peut-être. Moi aussi, peut-être. Si Yodi dit peut-être, moi aussi, je suis dans le même vol que lui. Je m'inclus dans son vol. Donc, si des personnes de Côte d'Ivoire qui nous regardent et qui aiment nous regarder, ben, peut-être que vous allez retrouver des personnes de l'AD1 parmi vous et on pourra discuter en phare à phare, comme on dit, c'est bien. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire, écoute, comme Yann il l'a dit tout à l'heure, il y a une pression énorme. Déjà, on connaît très bien le public ivoirien. C'est vrai qu'ils vont booster, mais après, dès qu'il y a un mauvais résultat aussi, ça va se faire sentir. C'est le pays organisateur. Il y a aussi une certaine réalité. La réalité de la sélection aussi, c'est que ces dernières années, il faut se dire la vérité, c'est plus le Côte d'Ivoire qu'on connaît, parce qu'avant, il y avait des vrais leaders. On a connu quand même une génération où il y avait des Didier Drogba, il y avait des Salomon Kalou, etc. Il y avait des Yaya Touré, des Kolo Touré, il y avait des Barry Kopa, il y avait énormément de joueurs en Côte d'Ivoire que, on va dire, c'est leur génération d'âge d'or. Et puis là, ils arrivent dans une génération, on va dire, sur papier, où ils ont des très bons joueurs qui jouent dans des bons clubs. On va dire, quand tu vas regarder l'ancienne génération, on va dire peut-être que sur papier, cette génération, avec les clubs là où joue, c'est peut-être une meilleure génération, mais on sait très bien que c'est pas le cas, parce que j'espère que aussi que leur coach pourra essayer de gérer, parce que une CAN, en fait, pour gagner une CAN, et surtout quand tu es payé l'organisateur, faut être bon dès le début. Faut être bon dès le début, parce que le problème avec Côte d'Ivoire, c'est pas comme le Congo, parce que le Congo c'est vraiment 1 sur 3, hein, mais Côte d'Ivoire c'est 1,8 sur 3, donc ça veut dire qu'il y a plus de chances. C'est que tu as la pression, tu as les joueurs qui sont instables. Au jour d'aujourd'hui, il y a Seko Fofana qui est dans la sélection, qui vient et qui disparaît. Est-ce que ça va bon dans le groupe? Moi qui est sélectionneur, moi un joueur comme ça ne revient plus. Donc ça veut dire ça peut un peu déstabiliser l'atmosphère du groupe, parce qu'on va se dire un joueur qui refuse chaque fois de venir, on le prend pour la CAN. C'est-à-dire que ça crée quand même un certain problème, et ça peut créer certaines frustrations. Donc est-ce que c'est bon pour le groupe? Ça, non. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire, comme a dit Yodi tout à l'heure, pour moi c'est quart, voire demi-finale. Hein. Je sais pas si toi t'as un point, Yann. Et toi, Yann, ouais. Moi, je trouve que déjà, c'est un effectif où il y a beaucoup de binationaux, donc beaucoup de joueurs qui viennent de commencer tout simplement. Des Oumar Diakité qui viennent du Stade de Reims, t'as Jonathan Bamba qui vient de choisir la sélection, Sébastien Haller qui revient après une longue maladie. Donc, sur papier, ils ont les joueurs qu'il faut. Mais après, voilà, il faut trouver aussi l'osmose, le groupe. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup joué ensemble pour créer des automatismes. Donc, franchement, moi, je ne les vois pas gagner cette CAN, personnellement, même s'ils sont à domicile. Mais je les vois faire un beau parcours, parce que sur papier, ils ont les joueurs qu'il faut. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est trouver le système de jeu, tout ce qui va avec, le coach, qui fasse jouer ces joueurs de la meilleure manière possible. C'est aussi, ils ont joué contre le Maroc, je pense, il y a la trêve passée, en octobre. Ils avaient un très bon match. Ils avaient dominé, pour moi, tout le match. Ils gagnaient 1-0, ils ont raté des occasions. Oumar Diakité qui a raté des occasions pas possibles.
Maroc qui marque à la fin sur un contre, une faute en défense. Donc, c'est des matchs encourageants, tu vois, contre quand même, pour moi, le favori de cette CAN. Oh là là. Le favori sur papier, en tout cas. Oh là là. Sur papier. Non, il a. Quel franchement, quel est ton avis, Aaron? Oh là, Maroc favori, c'est compliqué. Parce que ça reste l'Afrique, frère. Pour moi, les Ouais. favoris, c'est toujours les mêmes. Sénégal, Algérie. Et l'Égypte. Non, en fait, pour moi, ils sont pas favoris dans le sens où ils abordent la compétition avec un statut différent. Parce que là, ils abordent la compétition en étant 4e meilleure équipe du monde. Bon, selon la dernière Coupe du Monde, c'est 4e meilleure équipe du monde. Ouais, mais faut Donc voir. maintenant, est-ce que ce statut-là de. Comment on appelle ça? Pas de challenger, mais bon, l'inverse, j'ai oublié le terme, excusez-moi. Est-ce que ce statut-là, vraiment De favori. de favori, tout simplement, ouais, va pas peser sur leurs épaules? Ouais, Contre des mais équipes- justement, Ok, Quand- mais Ouais, non, je t'en prie. quand tu as le statut de. Surtout en Afrique, quand tu as le statut de favori, c'est à ton désavantage. On a vu l'Algérie, ils avaient gagné la CAN en 2019, en 2022, pardon, ils se font sortir en poule. Donc le statut de favori, il pèse beaucoup, tu vois. Mais après, on les attend, tu vois. On les attend au minimum en demi-finale, voire finale, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis favori. Après, je dis pas qu'ils vont la gagner. Mais sur papier, en tout cas, c'est, ouais, comme Aaron l'a dit, l'Algérie, le Maroc et le Sénégal, pour moi, qui sont les 3 favoris pour cette CAN. Mais on peut quand même pas passer à côté du fait que la Côte d'Ivoire est parmi les favoris parce qu'ils jouent quand même à domicile. Et Ouais, c'est pas une ouais. équipe de non, peintre. non, c'est c'est vrai. pas. On c'est peut pas passer à côté par rapport à ça, moi. bien sûr, mais après, il faut se dire aussi, il y a quand même, je pense, certaines nations en Afrique qui font plus d'heures que d'autres, plus peur que d'autres. C'est vrai que la Côte d'Ivoire aura à chaque fois le public, mais crois-moi, une équipe nationale comme le Sénégal est préparée. Crois-moi, les Égyptiens sont préparés. Et crois-moi, les Marocains, ils seront obligés d'être préparés à chaque fois parce que ils ont fait cet exploit d'arriver en demi-finale. Donc, c'est-à-dire que tous les équipes nationales, quand ils vont jouer face au Maroc, c'est-à-dire que s'ils battent le Maroc, c'est un exploit. Donc, c'est-à-dire que le Maroc devra mettre le bouchée double. Et puis, il faut se dire, la réalité, hein, en Afrique, des frères, des fois, je regarde des matchs de Cannes, ça tire, gauche, droite, ça joue pas au foot, frère. En Afrique, c'est. Ça joue pas au foot, donc c'est-à-dire qu'il y a des goals, frère. Si La tu CAN, vas- c'est une compétition à part. Après, hein. ouais, bien comme sûr. Quand tu rentres dans ce comme il a dit, Cannes, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas d'automatisme. Ouais. Et c'est très dur parce que justement, tu as beaucoup de joueurs instables comme Seko Fofana, par exemple, qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Ça veut dire que les coachs sont obligés de composer avec ce qu'il y a. Exact. Ils ne peuvent pas choisir, Mais ils sont obligés de composer exact. avec Moi, avec je ce qu'il y vais a. dire un truc. Cette histoire-là, quand les binationaux, là, moi, je suis aussi binationaux. Mais je me sens. Je suis binationaux congolais-belge, pour ceux qui veulent savoir. Mais cette histoire de binationaux, là, moi, je suis coach d'équipe nationale du Congo. Un binational refuse de venir à une assemblée parce qu'il dit qu'il veut se concentrer sur le club. Il ne vient plus jamais en sélection. Parce que c'est une personne qui a grandi ici en Europe, mais qui a des origines ivoiriennes quand il le veut, qui danse un peu. Maëlo, ma cousine, Maëlo, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il s'ambiance sur des chansons. Ouais, tu vois, sur des chansons. RIP, les vieux morts. RIP, nous sommes tous des Chinois comme toi. RIP. Donc il s'ambiance sur des chansons comme ça. Et puis, il vient quand il vient en équipe nationale. Frérot, Je suis d'accord. déjà l'année Ouais, passée, il non, jouait à Lens. C'était même pas une Lens qui jouait une Ligue des Champions. Et il faisait des fiers. Maintenant, comme par hasard, Mais il joue à Nassar. Il était quand même bon à Lens. Il était bon, mais il excellent faisait à des Lens. fiers pour venir en équipe Ouais, non, il nationale. faisait des fiers, Maintenant, ouais. comme par hasard, il joue à Nassar. Je pense qu'il en a marre du chaleur. Il fait trop chaud là-bas. Alors un peu à Abidjan, là-bas, il fait moins Non, chaud. c'est même pas que parce qu'il fait chaud, c'est parce qu'il y a une compétition qui approche. Mais- Et parce que Ouais, la non, compétition clairement. également, elle est en Pourquoi Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Lui, il est comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, pour moi, les joueurs, les binationaux en tout cas, quand tu es là, tu fais la balance. On peut te comprendre que tu veux faire la balance. Tu es en train de regarder le projet sportif d'un côté comme de l'autre. Et donc, du coup, tu sais pas trop où te placer. Mais et un minimum de respect. Et un ouais, minimum c'est ça. de respect, tu vois. Tu ne peux pas balloter comme ça un pays tout entier, des supporters et les cœurs de plein de personnes qui sont là pour te supporter et aimer cette équipe nationale dans tous les sens, alors que toi, tu es là en train de faire des siennes. Tu dis, oh, c'est quel match là? Bon, on va jouer les Seychelles. Ah, je viens pas. C'est quoi, c'est la qualification à quoi ça? Pour la Coupe du Monde. Et c'est qui? C'est quoi? Burundi? Ah, je viens pas. Oh, c'est la CAN. Oh, Gassé, mon gars, viens. Non. Non, c'est quoi ça? Moi, ce qui Non, me choque non, aussi, non, c'est non. les excuses qu'il dit. Parce que quand il était à Lens l'année passée, il y avait une excuse. Il disait, ouais, je suis trop fatigué. Parce que C'est Lens, ça. on joue tous les 3 jours. Alors que Des des joueurs excuses comme bidons. des joueurs comme Salah, des Mané, qu'est-ce qu'ils doivent Bidon. dire, tu vois? C'est ça. Ils jouent tous les 3-2 jours. Ils partent, ils font tous les tours de l'Europe. Ça, Ils jouent les et en plus, compétitions c'est bien que européennes. tu parles de ces deux joueurs-là. Ces deux joueurs-là sont des joueurs exemplaires et des joueurs de classe mondiale. C'est ça, exactement. Mondial. Alors, poste est reconnu comme étant parmi les meilleurs même joueurs ayant existé en Afrique. Et eux, Non, clairement.
clairement. lorsqu'on les sélectionne, ils sont Ils là. sont là. Ils sont là, ils vont défendre les couleurs de leur pays jusqu'au bout. Ils vont même pleurer s'il faut pleurer. Et même s'ils sont les seuls et qu'il y a certains de leurs soldats qui ne sont pas là, ils vont pas dire oh non, comme il n'est pas là, ils vont trouver une excuse. Après- Oh, je suis blessé. après, ou quoi. Non, il va être là. Après, j'ai une question. Est-ce que ça, c'est pas aussi un syndrome de binational? Justement. Parce C'est que un syndrome. Salah et Mané, en soi, ils sont nés dans leur C'est pays. que- Donc, tu vois, Ouais. ils ont plus l'amour du pays, je pense, J'allais que te dire, certains. c'est un syndrome de Kevin Prince Boateng. C'est un syndrome, oui. C'est lui qui a commencé avec ça. C'est vrai, Moi, c'est la lui. première histoire, quand j'ai entendu Ouais. des trucs comme Ah, ça, c'est c'était vrai, Kevin c'est vrai, Prince c'est vrai. Boateng. Lui, Tu sais, j'avais une canne. non. Non, Donc, il il a était jamais- tellement là en Coupe Coupe du du Monde. Monde. Seulement Coupe du Monde. gars. Il était tellement- C'est lui qui a commencé ces Mais- syndromes-là. Mais Mhm. même au-delà du fait que eux, ils sont nés dans leur pays, etc., grandis dans leur pays, etc. Allez, et un minimum de De respect. respect, Tu peux- c'est ça, tu peux- ouais, Tu ouais. peux pas prendre Non. une fédération et un pays comme ça dans ta poche et commencer à jouer, à l'enlever quand tu veux, à la Mais remettre quand c'est ça, tu veux. parce Tu que vois. Moi, il y a- j'ai une question. Faut vraiment respecter. Si tu veux ne pas jouer, ne plus jouer en équipe nationale, tu fais un communiqué, tu seras plus sélectionné. Mhm. Et c'est simple. tout. Et si tu avais encore dans ton idée d'être sélectionné dans une équipe comme l'équipe de France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal ou peu importe, eh ben, tu te donnes toutes tes chances d'être sélectionné là-bas. Et tu n'utilises pas la deuxième sélection nationale qui est la sélection africaine ou autre dans le monde hein, comme étant la sélection de seconde zone et la sélection poubelle parce que tu n'as plus d'autre choix pour faire une carrière internationale. Moi, je préfère avoir ce discours-là, qu'ils aient ce discours-là au moins honnête et sincère, plutôt que d'essayer à chaque fois de jouer sur les deux camps. C'est comme là, dernièrement, après, c'est également la faute des fédérations et des pays en eux-mêmes hein, qui ne mettent pas les choses en place pour pouvoir que les joueurs puissent choisir facilement la sélection africaine. Les Marocains, en ce moment-là, De le ils fond. gagnent absolument tous les débats lorsqu'un joueur binational veut venir dans l'équipe nationale. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la fédération et au niveau en plus, je l'ai déjà dit dans un épisode, hein, au niveau de la fédération et au niveau des infrastructures et au niveau de la direction sportive là-bas au Maroc, mais ils ont mis tout en place. Les centres de formation, les centres de techniques nationaux sont des centres techniques de dernier cri, Oh, que même des mhm. clubs comme le Bayern, le Real, le Barça Ils ou n'ont peu pas. importe, Ouais. des gros clubs Ils n'ont européens les envient et veulent à chaque fois passer leur stage d'hiver là-bas parce Mhm. que là-bas c'est incroyable. Ouais. Donc du coup maintenant quand il y a tout ça qui est servi et que tu vois autour de toi l'équipe nationale commence à tenir plutôt la route et elle fait en plus de ça demi-finale de Coupe du Monde. Comment veux-tu que les jeunes pépites marocaines, on va prendre l'exemple du Maroc, et en plus de ça des stades qui vont être construits parce qu'ils vont accueillir la CAN, ils vont Ouais, accueillir la Coupe du ouais, Monde. ouais. Comment veux-tu que ces joueurs-là qui sont en train d'émerger là maintenant ne choisissent pas le Maroc? Ouais. Tu vois, donc du coup, c'est également un travail de fond à faire au niveau de la direction nationale, au niveau du gouvernement également, à prendre ça en compte et mettre les choses de leur côté pour pouvoir attirer ce genre de joueurs-là. Et aux joueurs également de prendre en compte le fait de prendre les réalités en compte et ne pas donner des faux espoirs également aux supporters qui les attendent. Oui, c'est vraiment vrai. C'est que tu dis, c'est que tu soulignes, c'est vraiment vrai. Mais après, pour moi aussi, j'allais vous poser la question est-ce que vous ne pensez pas que des fois, c'est la fédération qui ne se respecte pas ou les coachs en rappelant ces joueurs-là Non, c'est En rappelant ces joueurs-là, parce que là, Ma- pour moi, tu fais un peu le soumis, c'est-à-dire, Ma- je suis là. Parce que moi, je veux dire un truc. Mario Lemina, Aubameyang, frère, pour les matchs amicaux des Gabon, les matchs de qualification, ils étaient là. Tu penses que c'est amusant d'aller jouer au Gabon, d'aller jouer avec le Gabon et de faire des... Si eux, ils font ça, comment toi, qui es nouveau dans la sélection, tu choisis quand tu viens ou pas, et puis il y a un coach qui accepte pas, mais il faut être starbé. Après, il n'est pas nouveau, hein, Fofana. Il est là depuis 2015, si vous regardez bien. Oui, Et c'est- il a ouais, fait que ouais. 8 sélections, 9 sélections. Mais C'est il est- c'est incroyable. Il n'est pas nouveau, mais il faut être starbé que déjà que, genre, avant la CAN, qui est dans ton pays, tu ramènes quelqu'un comme ça, mais tu sais que c'est quel signal t'envoies aux joueurs. Moi, je pense aussi C'est comme que... si, moi je veux dire un truc, c'est comme si demain on prend Brahim Diaz au Maroc. Hein. C'est la même chose, hein, la même situation. Le Boug, on fait des appels de phare, il fait comme si on voit pas. Je réfléchis. Boug, tu veux jouer pour le Maroc, oui ou non? Tu vois ce que je veux dire? Dis juste, non, j'ai pas envie de jouer pour le Maroc, j'attends que l'Espagne... Moi, je préférerais qu'un joueur Non. soit honnête comme ça. hein. Ouais, non, Ça, mais comme non, Batshuayi a été. sincèrement. Comme Batshuayi, il a été. Sincèrement, Batshuayi, voilà. même si on l'a Ah, insulté, voilà. même si on l'a insulté, il a était dit honnête. écoute, Voilà. c'est les pays de mes parents, mais moi j'ai toujours rêvé de jouer pour la Belgique. C'est Et ma c'est sélection fini. équipe nationale. On peut t'insulter comme tu veux, mais au final, tu as été honnête. Voilà, Moi, tout je ce qu'on trouve veut, aussi nous, qu'il faut, la il faut une solidarité. certaine attache à son pays d'origine, tu vois. Exact. C'est ça. C'est pas parce que tu es congolais, marocain, ivoirien, etc. que voilà, tu as envie de jouer spécifiquement pour ces pays-là. Mhm. C'est comme tu as dit, Batshuayi, c'est un joueur qui a été formé en Belgique, il a fait ses classes en Belgique, avec l'équipe nationale belge. Et ça, il a peut-être franchement, on moins va pas les en d'attache. vouloir. Mais c'est un choix, c'est un choix, tout simplement. C'est ton droit, C'est un tout à fait choix. normal. C'est pour ça tu que vois. les sélectionneurs des équipes africaines, ils doivent vraiment
sélectionner des joueurs qui sont vraiment là, prêts à mourir pour le maillot, tu vois. Exact, Prêts à mourir exact. sur le terrain, surtout dans des Après- compétitions comme la CAN. Mais je pense qu'après, les sélectionneurs reçoivent beaucoup de critiques à ce niveau-là. Par exemple, si un joueur était éligible mais qu'il n'a pas fait le forcing pour aller le chercher, je pense que on va dire les hautes instances de leur fédération vont mettre un peu le pressing sur les sélectionneurs. Après, le forcing, ça dépend comment. Parce que maintenant, surtout pour les joueurs qui jouent en Europe, ils ont, comme par exemple, je ne sais plus si un joueur en Espagne, je ne me rappelle plus de son nom, ils sont en contact direct avec la fédération, tu vois. Donc quand il est éligible. Lamine. Ouais, par exemple, Lamine, tout simplement, ouais, Mhm. il est éligible à jouer pour l'Espagne et pour le Maroc. Il a reçu une certaine pression, hein, Et la croyez-moi. hein. Guinée Même contre pour la le Guinée. Real, Ouais, ça. la Guinée. Ouais, contre ouais. le- c'est Il a compliqué, reçu une certaine pression des instances en haut en Espagne pour jouer pour le Maroc, pour Ah, et l'Espagne, des, pardon. des médias, de Des tout. médias, Ouais, tout bien ça. sûr, bien sûr. Et donc voilà, il faut une certaine attache, c'est tout. Si tu as envie de jouer pour ce pays-là, tu vas, et il n'y a pas de je sais pas quoi. Tu vas, tu joues, Et tu regrettes pas. et tu regrettes Mhm. pas. Et tu C'est ça. regrettes Même pas. si ça se passe pas bien, Tu c'est comme regrettes ça, tu pas. vois. Tu as fait ton choix, tu as une carrière internationale avec le pays que tu auras choisi, et tant mieux. Et franchement, je pense que la plupart des supporters, on préfère ça. C'est par exemple, là, qui on veut à Michi Batshuayi de ne pas avoir choisi la sélection? Personne. Franchement, pas du tout. Non. Il n'y a personne qui l'en veut. Il n'y a personne qui la veut. Et justement, on le comprend même, et on est même content pour lui que, bah, bon, il est tout le temps sélectionné, mais ça, c'est pas le titulaire à la place de Romelu, mais ça se passe. Ouais, Ça il se a quand même passe. plus de ses 30 goals en Voilà, sélection. ça se passe. Ouais, non, ça il se a- passe, il tu a- vois. Et il est vrai, après, de toute façon, il y a la responsabilité et la partie des joueurs, mais il y a également énormément la responsabilité de la fédération, du gouvernement, qui doit également faire leur part du gâteau, c'est-à-dire mettre en place les choses pour que les joueurs puissent se sentir à leur aise Ouais, et surtout ouais, se sentir dans un cadre professionnel. Je pense qu'on aura le temps de parler du Congo, parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à cette fédération mais c'est vraiment asymptomatique de ce qui peut se passer autour de l'environnement du joueur pour qu'il puisse choisir et arriver à un projet à maturité, surtout dans les sélections chez nous africaines. Mais je pense qu'avec ce qui se passe au niveau du Maroc, du Sénégal, l'Algérie vite fait, il y a même la Gambie, ça travaille très bien, même la Gambie. ouais. Le Nigeria, n'en parlons même pas. Ouais. Voilà, il y a comme un mouvement qui donne envie maintenant aux fédérations africaines et aux sélections nationales africaines de partir d'un autre aile et de dire il faut arrêter qu'on se fasse marcher sur les pieds, et maintenant montrons aussi que nous on sait jouer au football et qu'on a Ouais, envie de c'est mettre ça. les choses en place, parce que pour moi, hein, franchement, le développement d'un pays économiquement Passe par le surtout sport aussi. passe Ouais, énormément ouais, par ouais, le sport. passe le Ouais, sport, le Vous- sport. Est-ce que vous étiez au courant que, peut-être que vous étiez trop jeune vous, mais les Ivoiriens en 2002-2004, je sais plus exactement, la sélection en tout cas avec Didier Drogba, c'est eux qui ont été les éléments protagonistes pour arrêter la Oui, guerre oui, civile. ça, je Ouais, savais, en ça, 2005, je là, savais. avant la Coupe du Monde. Ouais. Ouais, ouais, ça, je Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Ah, ouais, ouais, Et c'est incroyable d'arrêter. C'est incroyable d'arrêter une guerre. civile, ouais. Donc du coup, le sport, il véhicule Maradona, et il est la Mais vecteur. même le foot en particulier, c'est vraiment. Même Ah, le c'est foot, ça. C'est Ouais. trop. et surtout le foot. Surtout Et le football. surtout dans un peuple. Je vais encore faire une fixette sur le Congo, mais dans un peuple comme le Congo qui aime énormément le foot, si au niveau du football ça se passe bien, croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses qui avanceront et qui Dans le iront de l'avant. Ouais, clairement. Mais bon, quand tu as des personnes qui mettent des bâtons dans les roues, là, ça devient très difficile. Mais voilà. Hein. En tout cas, en termes de CAN, je pense qu'on va vivre une CAN, pardon, avec un divertissement comme pas possible. Ça va être drôle, ça va être marrant. Et j'espère qu'on va voir beaucoup de football et que ça va bien se passer, surtout dans le respect. Pas de racisme, pas des choses néfastes qui peuvent arriver. On sait très bien que souvent, malheureusement, hein, c'est malheureux à dire, hein, vraiment, hein, que pendant la CAN, en général, c'est vraiment un c'est sujet. chaud, gars. C'est vraiment un moment où le racisme il est à son paroxysme. Ouais, entre Africains, Excusez-moi en plus, c'est des triste, hein. termes, mais c'est incroyable de voir ça. Donc du coup, j'espère qu'il y aura une fraternité qui va être créée, il y aura voilà, une bonne ambiance et surtout que chacun va se respecter, peu importe son origine, peu importe ses convictions, peu importe sa manière de jouer, surtout respecter les arbitres. Hein. Et les arbitres aussi, respectez-vous. Commencez pas à siffler À la la 85e fin des minute. matchs À la alors que le 85e temps réglementaire est ça. toujours en cours. S'il vous plaît, Ah, les arbitres. s'il vous C'est plaît. une dinguerie, C'est gars. vraiment 85e. Là. Ouais. C'est une Mais même folie. après le deuxième fois, il siffle encore, c'est pas fini. hein. C'est pas fini. C'est pas fini, tu vois. Donc, respectons-nous et avançons. Allons de l'avant. Le football africain est en train d'avancer et c'est pour le bien de tous. Donc, je sais pas si vous avez encore un truc à dire par rapport à la Côte d'Ivoire. Non. Rien à ajouter. On a ajouté. Bah, alors, je pense que le moment est venu pour contempler le quiz dans
Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Flash info, j'ai préparé un quiz aujourd'hui, donc une nouveauté qu'on avait déjà fait, donc devine le joueur. Aujourd'hui, je vais vous proposer 5 joueurs. Comme on a un invité du jour, c'était obligé que je rajoute un quiz. Je suis plus allé vers le passé, donc la plupart des joueurs sont des joueurs de l'ancienne époque, mais tout le monde les connaît, donc c'est-à-dire que vous... Et d'ailleurs, les gens dans les commentaires ou ceux qui regardent la D1, si vous avez des trucs intéressants, des questions intéressantes par rapport au quiz, vous pouvez toujours m'envoyer en privé sur Instagram, Bogosiano, c'est très facile, ou sur TikTok, Bogosiano, très facile, ou sur Snap, je vais pas donner mon Snap, sinon on va marceler, déjà qu'on marcelle toujours, ni mon numéro, mais vous pouvez envoyer sur la page de la D1 pour des questions quiz ou d'autres questions que je peux rajouter dans des quiz, parce que des fois, mon cerveau bug et je peux pas tout rajouter, et je n'ai pas toutes les réponses non plus. Il est en campagne d'élection ou... Je suis en campagne d'élection. Je suis en campagne d'élection. Donc, on va faire le quiz. Donc, le premier joueur. Écoutez bien. Et j'espère que vous pourrez préparer vos téléphones parce qu'on va utiliser Snapchat. Comme ça, vous allez montrer aux écrans, etc. Le premier joueur, joueur numéro 1. Le joueur était un ancien international argentin avec 40 sélections. Il a été formé au River Plate avant de faire son transfert au FC Barcelone en 2001, là où il a joué plus de 200 rencontres. Le joueur a également évolué au Real de Madrid entre 2007 et 2009 et il a fini sa carrière au River Plate en 2015. Et je ne donne pas de ABCD, à vous de deviner. C'est bon. Attends, répète un peu. Répète un peu, s'il te plaît. Je répète la question. Ouais, répète. Le joueur est international argentin avec 40 sélections. Il a été formé au River Plate avant de faire son transfert au FC Barcelone en 2001, là où il a joué plus de 200 rencontres. Le joueur a également évolué au Real de Madrid entre 2007 et 2009 et il a fini sa carrière au River Plate en 2015. Qui est ce joueur? Pour moi, c'est bon. Purée. C'est chaud ça. Il a bien fait le début. Ouais, Non, c'est gros, tu pars loin là, gros. Oh, le mot, il disait Débile, avant là. l'émission, oh, wow, puis chaque fois qu'on va participer au quiz, j'ai toutes les réponses, c'est trop facile. Non, là, t'abuses là. Et là, Il est passé au Real Madrid et au Barcelone. En Argentin alors. Ah, l'Argentin, ouais. Je répète une dernière fois, Non, sinon c'est vous bon, abonnez. c'est C'est beau? Non, c'est beau? Vous avez écrit un nom? Franchement, moi j'ai rien. J'ai pas de Il n'y nom. a pas de nom? Pas de nom? Si, moi j'ai. Arsène, oui? Saviola. Oui, c'est ça. Purée. C'est très bien, Saviola. En plus, il en a parlé tout à l'heure. Bah oui, Il a joué, parce moi, que j'ai des en gens- fait, justement, j'ai voulu dire, il était parmi les joueurs des légendes qui Mais ont oui, joué mais contre il l'a dit tout à les gens l'heure. du Il l'a Congo. dit, il a dit. Il est au stade des martyrs. Il était au stade de Martyr, Saviola. Mais oui. Ah, il a joué hier, quoi. Ouais, ouais. 4-0 à la mi-temps là. Ah. Mon fils, il a dit tout à l'heure. Ah ouais, n'importe quoi. C'est dégueulasse. Adinho Ok, donc Ça vaut là, hein, joueur numéro 2. Le joueur est un ancien international ivoirien qui a fait sa première apparition dans un club européen dont le nom est KRC Genk en l'an 2000. Et il a également évolué à Tottenham pendant 3 saisons. Et il a joué pendant la période en équipe nationale du Côte d'Ivoire avec Yaya Touré, Kolo Touré, Didier Drogba. Je répète, Attends. joueur numéro Non, c'est pas 2. lui, je suis un ouf. Le joueur est un ancien international ivoirien qui a fait sa première apparition dans un club européen dont le nom est KRC Genk en l'an 2000 et il a également évolué en Tottenham pendant 3 saisons et puis il a un peu divagué, il est même parti jouer en Inde, etc. Et il a joué en Côte d'Ivoire, quelle période encore, t'as dit? 2001. Il a gagné la CAN ou pas en 2015? Non. Il a joué en Italie. Donne des propositions, gâteau aussi. C'est trop difficile ça. C'est trop dur. C'est Mais trop ouais. dur. Bon, je vais être gentil. Il a joué en Turquie. Il a joué en Espagne. Il a joué en Turquie. Il a joué en France. Et il a plus de 100 sélections. Il a plus de 100 sélections. Purée. Je suis là. Hein. Moi, je pense l'avoir aussi. Non, moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas, quoi. Et t'as vraiment. Ah, gros, t'as Ah, gars. t'as level up là, le quiz C'est là. du sérieux. On m'a trop critiqué, on m'a trop dit les quiz c'était trop facile. Malheureusement, les deux champions ne sont pas là. Et Phantom et Kibo ne sont pas là. Ceux qui gagnent chaque fois les quiz, je me suis retrouvé avec les faibles. Donc, une Coupe du Monde des faibles. Faible. Oh là là là. Vous les deux, je vous donne quoi encore? C'est un milieu de terrain. Allez. Moi, je l'ai. Tu l'as? Bah oui. Un milieu de terrain. Vous voir comment il se garde la tête. Gars, en plus, tu le connais, gars. Vous le connaissez tous.
Je Il a sais joué- Et en Belgique, alors, il a il a joué joué 3 saisons à qu'à Tottenham. Genk en Belgique. Il a En joué à 2000. Genk. L'an 2000. L'an 2000, première apparition en Europe, Il a joué 3 saisons à Tottenham. 3 saisons à Tottenham. Bon, allez, 10 secondes. Allez, Attends. 9, oui. 8, Ça 7, m'énerve. Attends. 5, Ouais, 4, vas-y, vous mettez la 3, pression. J'ai pas. 2, Ah là, j'ai pas. 1. Yann, Tu sais que, les gars, je tiens à Tu l'as dire ou aux pas spectateurs, je tiens à dire tu l'as c'est- ou pas? J'ai pas. C'est Ok. une performance très lamentable. de l'histoire du quiz. J'ai jamais eu une Et toi performance Wow, je l'ai vu. aussi lamentable. Toi, tu l'as Didier Zokora. Didier Zokora, Ouais, demande-moi Marcel. Merde. Une performance aussi lamentable dans l'histoire du quiz, je pense que ça va rester dans les Non. annales. Tu vois, tu peux me gagner même 1000 fois, mais c'est que tu nous fais là. Ça fait 3 quiz d'affilée que je suis mauvais. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est pas vrai. Joueur numéro 3. Le joueur est arrivé en 2004 à Manchester United et il a effectué 13 saisons dans le club durant sa carrière. C'est tout. Quelle nationalité? Ouais, quelle nationalité? Non, c'est trop facile, c'est long encore. Attends, il est arrivé en 2004, il a fait 13 saisons. 13 saisons. Il a bougé en 2017. Oui. Ouais, ça je connais. Il a je la crois. trentaine là actuellement. Il joue plus. Il joue plus. Ouais, moi je pense que j'ai. Je vais tenter. En 2004, ouais. Je pense. 13 saisons. Et il est parti quand Lui, il t'as est dit connu. En hein. 2017 du coup. 2017. Attends, est-ce qu'il est parti en 2017 lui? Moi je sais, je l'ai. Toi, tu es là. Hein. Tu es là. Hein. C'est aléatoire, hein, ça. Hein. Mais ça, ouais, c'est un peu. 13 saisons. Ouais, mais c'est aléatoire. Bon, moi en tout cas j'en ai Ça a un. l'air- 2004. 13 saisons. Ah, là, En tout c'est cas, j'en ai un. aléatoire. Moi je l'ai celui-là, je crois. 10, 9, Ouais, je Huit. vais mettre celui-là. Hein. 7, Parce que ça, c'est... Moi j'ai pensé qu'à lui en tout cas. 5, 4, 3, 2, 1. Arsène, tu peux commencer. Je vais dire Nani. Ok. Oh, bien dit. Moi j'ai pensé à Rooney. Rooney. Rooney aussi. C'était Rooney. Rooney. C'était Rooney. J'ai Rooney. hein. Ouais, c'était Rooney. Moi aussi j'ai Wayne Rooney. Il a fait combien de Il saisons vient de Everton, c'est ça? Ouais, ouais, Everton 2004, Cinq. il fait. Mais j'hésitais, je pensais qu'il avait bougé en 2016. Non, moi. Nani, il avait bougé plus. Ouais, tôt. il Moi, je a pensais fait une que- saison avec Zlatan, je pense. Ouais, si. Oh. Moi Ouais. j'hésitais parce que Quand moi ils ont il avait dit- bougé en 2016. J'étais même avec Anderson. Oh. Ouais, Rooney. Anderson. Ouais. Oh. Ok. Donc, c'était donc 2 points pour Arsène. Un Et point Yann, et Yodi, le premier point. Joueur numéro 4. Le joueur a... ça c'est vraiment... Et tu vois ça, c'est une réponse d'un vrai Belge. Là, on voit vraiment si vous êtes vraiment des vrais Belges. Si vous n'avez pas cette réponse-là, vous n'êtes pas Belge. On va retirer vos papiers même si vous êtes... Joueur numéro 4. Le joueur a été formé au club de Bruges. Il a joué durant sa carrière au Racing Sporting Club d'Anderlecht, Cercle de Bruges et Club de Bruges également en professionnel. Et il compte 14 sélections en équipe nationale de la Belgique avec 0 goal. Avec 0... Il est quel poste? Au moins ça. Je donne ou pas? Donne le poste. Donc, je répète. Hein. Le joueur a été formé au club de Bruges durant sa jeunesse. Il a joué durant sa carrière au Racing Sporting Club d'Anderlecht, Cercle de Bruges, Royal Sporting Club d'Anderlecht, Cercle de Bruges et Club de Bruges également professionnel et il compte 14 sélections en équipe nationale de la Belgique avec 0 goal marqué. La période. Ouais, au moins. Belge. On va dire de 2000, c'était pas long, 2008-2011. 2008-2011. Et c'était un attaquant. Ouais. Il a 14 sélections, 0. 0 but. Et c'est un attaquant alors? Ouais. Je pense Zéro que je l'ai. but. Je pense que je l'ai. Attaquant. Non, c'est pas lui. Gars, je sais pas ce que vous regardez avant à l'époque à la télé, mais c'est pas compliqué. Non, c'est pas lui. J'ai pas envie de mettre au hasard. non plus. C'est très lamentable ta performance. Tu vois, même la réponse là de Rooney là. Oh, mais la réponse de Rooney, moi je l'ai eu. Ouais, tu l'as eu, mais c'était très facile quand même. C'est pas facile. Non, moi j'ai rien là. 14 sélections, 0 but. Donc c'est un attaquant. Ça l'attaque. Moi j'allais vers notre compatriote Wesley Song, mais lui il a marqué. En plus, il n'a pas été formé à Bruges, si je me trompe pas. 14 sélections, 0 goal. Le joueur a joué au club de Bruges, Anderlecht et Cercle de Bruges durant sa carrière. Il a été formé au club de Bruges. 10, Arsène, tu l'as, toi. 9, J'ai une idée. 8, 7, 6, Mais parce que On va pas faire Ça, le confiance. On va joueur pas faire que j'ai, confiance. il a au marqué hasard. des buts en 4, sélection nationale. hein. 3, 2, 1, En fait, 0. il y en a deux. Arsène, t'as qui en tête? Je cherche Vrien. Non. Yodi?
J'ai personne. J'ai personne aussi. Non, c'est trop chaud ça. Vous êtes les plus. Non, mais c'est trop là. C'était top de shooter, les gars. Oh, yo. Il a jamais marqué. Il a jamais marqué, gars. Il a jamais marqué. Un tombe de shooter. Il a joué au stand aussi, non? Ouais, il a joué à Bruges. Gars, j'ai dit Ah Bruges. ouais, j'ai c'est plusieurs vrai, fois. putain. Je savais même pas qu'il était formé à Bruges, la vérité. Non, j'ai dit la même chose en pro à Bruges. Cercle Ouais. et Anderlecht. T'allais pas dire. Cercle, je savais pas, franchement. Il a fait sa meilleure saison au Cercle. Ouais, tombe de shooter. Non, c'est à Bruges. L'une de ses meilleures saisons au Cercle. Quand il portait encore Dexia à Bruges, quelle époque, Tom de shooter, un attaquant, tu le donnes. Bah oui, sans c'est sa meilleure football. saison, il a fait au Cercle. Je savais même pas qu'il a 14 sélections. Il a quand même. Quand même, hein. Il a quand même. Ils ont été patients. 14 sélections. Non, mais il a 14, fait une pas de grosse saison avec le C'était Cercle pas aussi. ça. hein. Mais après, c'était Si, l'époque si, de si, 15 et si. tout. Ouais, non, c'est vrai que cette époque-là, il y avait Si, pas si, il a fait une très grosse saison avec le Cercle. Donc, joueur numéro 5. Formé au Real de Madrid, il a joué au Bayer Leverkusen avant d'effectuer le reste de sa carrière dans la capitale espagnole. Qui est le joueur? Je donne pas de date. Je de sais, période. direct. Attends. Il a commencé au Bayer Leverkusen. Formé au Real Formé, de Madrid, il a Ouais. joué aussi au Bayer Leverkusen et il a effectué le reste de sa carrière au Real de Madrid. Tu donnes pas les dates. Je donne ni de date. ni de Ouais, non, moi période. j'ai. Celui-là, il est facile. Je vais essayer. Toi, tu l'as. Ok. Yann? Daniel Carvajal. Ouais. Yes. Daniel Carvajal. Mais tu sais que je savais même pas que Carvalho avait joué. Il a été à prêté en Il a été 2012-2013. prêté. Et puis il est Ah, revenu je sais en 2013, il a Ouais, gagné il a la été Champions prêté. League direct. Ah, je sais vraiment. Tu déconnes, gars. Bon, écoute. Tu dis, il a effectué le reste de sa carrière au Real, tu dis que j'aime bien l'autre. Ah, mais c'est vrai. Bah oui, je sais quoi. Oh, mais punaise. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui. Ah, mais non, mais je suis bête ou quoi? Mais oui, il est parti au Bayern, lui. Ah, je suis un idiot. Ah, tu vois ça, faut qu'on fasse des snippets. Ah, non, non, non. Faut que quelqu'un fasse des snippets chaque fois quand il ne connaît pas les réponses du quiz de cet épisode. C'est une masterclass. C'est une Ah, masterclass. punaise. Vas-y, la suite. Écoutez, Donc la suite, c'est quoi? C'est que Arsène a 3 points, Yann il a 2 points. Est-ce que tu veux faire un battle avec l'invité ou pas? Ouais, vas-y. Ok, ça va. Bonus, donc on va faire un bonus. Donc on fait d'abord les enchères. Tu connais un peu la règle. Ouais, Donc ouais. tu fais chaque fois le bonus. Donc chaque fois les enchères, s'il peut faire plus, on les laisse 1 minute. Donc la question suivante est: combien de joueurs avec plus de 50 sélections dans l'histoire de l'équipe de France pouvez-vous me citer en 1 minute? Combien de joueurs avec quoi? Plus de 50 sélections. 50 50 sélections dans l'histoire de l'équipe de France. Pouvez-vous me citer en 1 minute? Je commence avec toi. 10, Tu montes? 11. 12, Tu montes? 13. 14. Vas-y. Je vais mettre le Plus de 50 sélections. Hein. Plus de 50 sélections. Ok. 14. Monsieur à 1 minute. Si là tu gagnes, vraiment, t'as fait une remontada, t'as peur. Hein. Vous comptez, hein. Ouais, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Antoine Griezmann, Un. Zinedine Zidane, Deux. N'Golo Kanté, Trois. Paul Pogba, Golioris, 5, Olivier Giroud, 6, Vicente Lizarazu, 7, Lilian Thuram, 8, Raphaël Varane. Attends, j'allais dire Willy Sagnol, non, je pense pas. Pas de 50 sélections. Je suis à combien? 9, Je dois 5. 14, Putain, Encore attends. 5, ouais. 30 Et, secondes. et, et, 30 secondes. et la pression. Attends. 25 secondes. 5, 5, Attends, mais arrête de mettre la pression comme ça. Fabien Barthez, 10, putain. Là, j'ai un blackout là, de ouf. Fabien Barthez, oui, 10 secondes. 8, 7, purée, non. Non, non, j'ai plus. 4, 3, Mais 2, ah 1. Et le gagnant du quiz, c'est Arsène. Mes félicitations. Une victoire méritée. Parce que si t'avais vraiment gagné, c'est des remontadas bizarres. Gars. Non. Quel Non, mot vas-tu le- dire au public? Après, bon, c'est normal, c'est ton premier quiz aussi. C'est ton premier quiz. Non, non, là, j'ai blackout, désolé les gars. Blackout. Non, je sais faut t'excuser devant les caméras. Désolé. Les personnes qui Blackout. étaient en train de dire Mais- les mêmes noms en même temps que toi. Mais t'as bien joué, ça va. Franchement, t'as bien joué. Pour une première participation, t'as fait un beau score. En plus, t'as été jusqu'en finale, donc c'est bien. Merci. Donc, je voulais déjà te remercier d'être venu. J'espère Avec que tu as plaisir. passé une bonne émission, que ça Bien s'est bien sûr. passé. Une Très première. bien accueilli. On a bien fait les choses alors la première. Magnifique. Aaron,
Merci mon gars. Merci à vous. Merci Et pour merci le... j'aimerais d'abord remercier Nzambé parce que c'est lui qui donne la vie. Il dédicace Nzambé. Merci Yodi. Merci aux abonnés. Dédicace à la Kaizen Squad, des auditeurs très fiables, des amis à moi, des frérots à moi. Les gars, dédicace à vous, vous allez vous reconnaître. Et encore merci Arsène.